Bonjour à tous, Bonjour. merci pour votre présence pour notre 6e conférence Pacte organisée par le CARIFOREF de Centre-Val de Loire, le GIP Alpha Centre. Je me présente, Ampressat Madianan, chargé d'études au sein du GIP et en charge d'organiser les conférences Pacte. Pour traiter la thématique d'aujourd'hui, nous sommes tournés vers Fabien Beltrame, expert en orientation et chargé de cours du Master Psychologie du Travail de l'Université Paris-Ouest Nanterre. Il sera notre expert et animera notre conférence avec un programme riche en contenu. Pour appuyer le propos de la conférence, nous aurons par la suite 5 témoignages, dont 2 de Centre-Val de Loire, pour nous présenter plusieurs dispositifs innovants qui peuvent favoriser la motivation des jeunes vers la formation. Nous aurons également le témoignage d'un jeune et d'un parrain d'un des dispositifs. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un programme riche en contenu, mais nous verrons cela un peu plus tard dans la conférence. Toutes ces interventions seront ponctuées par vos questions, remarques et témoignages. Alors n'hésitez pas à nous les faire passer via le chat. Je vous propose que nous commencions dès maintenant. Je laisse tout de suite la parole à Monsieur Fabien Beltrame. Voilà, donc en fait, je vais scinder ma présentation en 3 parties. Je vais vous faire une introduction où on va essayer de mieux comprendre quels sont tous ces jeunes, peu ou pas qualifiés, à qui on s'adresse cet après-midi. On s'arrêtera et vous pourrez poser des questions. Je passerai à la deuxième partie où là, j'essaierai d'apporter des éléments de réponse sur mais qu'est-ce qui fait décrocher un jeune de formation? Voilà. À nouveau, je m'arrêterai, vous pourrez poser des questions. Et la dernière partie sera un éclairage sur mais quels sont les leviers sur lesquels on peut agir et comment on peut redonner envie d'apprendre à un jeune. Voilà, donc je vous donne quelques chiffres. Je suis allé consulter l'INSEE, en fait, tout simplement, sur le portrait social de la France, édition 2020. En fait, le taux de chômage des jeunes actifs est de 14,6 pour les filles, 19,2 pour les garçons. Et alors, si on regarde la catégorie des jeunes actifs qui n'ont aucun diplôme, là, c'est 47,4%. Donc, vous voyez hein, cette différence entre qualifiés et non qualifiés. Donc, on comprend tout l'intérêt d'attirer les jeunes en formation et de les accompagner vers la qualification. Si on se concentre sur les jeunes, cette même analyse de l'INSEE, eh bien, en fait, elle nous apprend que la part des actifs dans les jeunes, c'est 83%. On a donc quasiment 17% des jeunes qui sont considérés comme inactifs. Alors, cela va sans dire, je vous l'ai mis en petit point d'attention, cela va sans dire, mais cela va encore mieux en le disant, un chômeur, c'est un actif. Donc les jeunes que l'on considère dans cette étude sont ceux qui sont sortis de formation initiale depuis 1 à 4 ans. Et par sortie de formation initiale, on entend la première interruption de plus d'1 an du parcours d'études amorcé à l'école élémentaire. Et donc, parmi ces jeunes inactifs, 5,8 donc le sont inactifs, mais souhaiteraient travailler. Ils se trouvent dans ce que l'on appelle le halo du chômage. Ils ne sont pas actifs au sens du BIT, le Bureau international du travail, parce qu'ils ne sont pas disponibles immédiatement pour travailler, par exemple. Alors, revenons à nos jeunes actifs. 83%, 69 sont en emploi, 14 au chômage. Pour essayer de mieux comprendre cette population jeune, un enfant de moins de 18 ans sur 8 vit dans une famille où ni le père ni la mère n'a un emploi. Et si on regarde les familles monoparentales, c'est 1 sur 3. Ça, ce sont les chercheurs Jono, Tavant et Vidalanc qui l'ont écrit en 2020. De 2003 à 2019, le nombre d'enfants qui vit en famille monoparentale est passé de 9 à 14%. Alors, je fais un petit détour par cette période de crise sanitaire et notamment le premier confinement. L'INSEE nous explique que donc de mars à mai 2020, c'était le premier confinement, 43% des mères et 30% des pères ont passé plus de 6 heures quotidiennes à s'occuper des enfants. Et on note également que les enfants du second degré, les élèves du second degré, pardon, ayant des difficultés scolaires sont 1 sur 3 à avoir consacré 3 heures ou plus à leur scolarité, alors qu'il s'agit de 1 sur 2 pour les bons élèves. Et les élèves de milieu modeste ou en difficulté scolaire, eh bien, ont plus souvent rencontré alors, des difficultés matérielles, mais aussi
à se faire accompagner par les parents. Vous verrez, ça c'est un point sur lequel je reviendrai. Alors, un point qui me semble intéressant. Pendant ce confinement, même si ça peut paraître un peu éloigné de notre sujet, il y a en fait plus de personnes. Alors, j'ai pas les chiffres spécifiques pour les jeunes, donc c'est globalement, il y a plus de personnes qui ont pratiqué des activités culturelles. Vous voyez, dessin, peinture, sculpture, musique, chant, etc. Et c'est un élément qui me semble intéressant car il nous révèle que bah, finalement, l'addiction aux écrans n'est pas une fatalité en situation même de confinement et d'école fermée. Et euh, en fait, certains ont retrouvé de l'appétence pour les activités culturelles. Et la pratique de ces activités, en fait, contribue à maintenir des compétences et à en développer de nouvelles. C'est donc une forme d'auto-apprentissage et d'autodétermination, c'est-à-dire choisi par la personne et non prescrit. Je reviendrai sur ce point, sur ce principe dans la troisième partie. Et alors, chose intéressante, euh, vous voyez sur ce tableau que l'INSEE nous dit, eh bien, en fait, les écarts sociaux dans les pratiques culturelles en amateur se sont réduits pendant le confinement. C'est un peu contre-intuitif, en fait. Euh, alors, si je continue dans une note de la DEPP, c'est la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance de l'éducation nationale, eh bien, on apprend que les filles et les garçons ont vécu différemment ce premier confinement. Quel que soit leur niveau, CP, CM2, 3e, en fait, les filles ont perçu beaucoup plus long le confinement que les garçons, avec 10 points d'écart quand même. Alors maintenant, regardons les aspirations professionnelles de ces jeunes. Alors là, je suis allé regarder du côté d'un rapport de l'OCDE intitulé Emploi de rêve, aspirations professionnelles des adolescents et avenir du travail. En fait, on découvre qu'au fil du temps, les aspirations professionnelles des jeunes eh bien, ont tendance à se rétrécir autour d'une dizaine de métiers. Depuis l'enquête PISA 2000, le nombre de garçons et de filles concentrés sur quelques métiers a augmenté de 8% pour les garçons et 4% pour les filles. Malgré le numérique, les réseaux sociaux, le développement fulgurant des métiers du digital, on a 47% des garçons et 53% des filles interrogés dans 41 pays qui se projettent dans un tout petit nombre de métiers. Par exemple, les métiers cités par les filles dans l'enquête PISA, donc 2018, ben on trouve médecin, enseignant, avocat, infirmière, sage-femme. Vous voyez, ce sont des métiers assez classiques entre guillemets. Alors là, on se demande, mais qu'en est-il en France? Eh bien, on va pouvoir mettre un peu d'optimisme dans les conclusions de ce rapport. En France, la tendance est inverse. Entre PISA 2000 et PISA 2018, les filles françaises sont 10% de moins à se concentrer sur ce petit périmètre. Et elles étaient 53% dans la première étude, elles sont 43% dans la seconde. Les garçons suivent à peu près le même chemin en passant de 44 à 40. Donc voilà, on peut se dire que la French Tech peut être assurée, elle devrait pouvoir trouver des compétences. En fait, l'OCDE nous donne une explication. L'éventail des professions que les jeunes aspirent à exercer, il est plus diversifié dans les pays qui disposent de systèmes de formation professionnelle performants et bien établis, comme en France. Alors, les jeunes, peu ou pas qualifiés, à qui l'on s'adresse aujourd'hui, eh ben, c'est bien souvent ce que les statistiques internationales appellent des NEET. Alors moi, je vais dire NEF, parce que je préfère défendre la langue française. Donc, ce sont des jeunes qui sont ni à l'école, ni en emploi, ni en formation. Et pour l'INSEE, les chiffres de mars 2021, donc c'est assez récent, ils sont 12,9% en France. Et en fait, c'est dans une note du Conseil d'analyse économique, eh bien, on peut dire que en 2013, 1,9 million de jeunes de 15 à 29 ans ne sont ni à l'école, ni en emploi, ni en formation. Et aujourd'hui, l'INSEE affiche 1,5 million
Donc, leur part dans la population des jeunes passe de 17 à 13%, on va dire. Donc, on a de bonnes raisons d'être optimiste, encore une fois. Et finalement, notre contribution aujourd'hui, c'est de mettre en avant des dispositifs qui contribuent à poursuivre cette baisse. On pourrait même se donner comme objectif collectif d'innover encore et encore pour améliorer le réengagement en formation des jeunes et passer sous la barre des 10% en 2025. Car il y a un peu de pain sur la planche. Alors regardez ce chiffre que j'ai trouvé dans le baromètre des missions locales publié la semaine dernière, donc c'est très récent. 43,2% des jeunes disent avoir perdu confiance en eux. Et pour notre sujet du jour, ils disent j'ai perdu ma motivation. Vous voyez, quasiment un jeune sur deux dit j'ai perdu ma motivation. Alors, je vais quand même terminer mon introduction sur une note positive et je vais poursuivre sur la ligne de l'optimisme. Le CEREC, le Centre d'études et de recherche sur les qualifications, nous apprend que depuis le début des années 2000, le nombre de jeunes qui reprennent des études dans les 7 années suivant la fin de leur formation initiale augmente. Ils étaient 14% à reprendre une formation pour ceux qui avaient quitté leurs études en 1998, ils sont 23% pour ceux qui ont quitté leurs études en 2010. En fait, on a une propension croissante à reprendre des études au fil des générations et ça concerne tous les niveaux de diplôme. Alors, si je récapitule, eh bien, je vous invite à lire cette bref du CEREC. Vous aurez les liens dans le support qu'on mettra à votre disposition. Cette bref, en fait, elle étudie la reprise d'études en début de vie active. Et le CEREC nous explique que quand on reprend des études en début de vie active, c'est pour aller décrocher un diplôme. Et ça, c'est intéressant parce que il y a une quinzaine de jours, on a envoyé un questionnaire à un panel de jeunes et on leur a posé des questions. Par exemple, on leur a demandé, partir en formation, qu'est-ce qui te motive? Eh bien, les jeunes ont répondu majoritairement obtenir un poste stable, réaliser mon projet professionnel, et le troisième, c'est obtenir un diplôme ou une certification. Donc, c'est bien ce que nous explique le CEREC. Alors, quoi retenir de tout ce que je viens d'exposer? C'est le taux de chômage des jeunes actifs, 14%. Et quand on n'a pas de diplôme, 47%. La part des jeunes qui parviennent à se motiver pour consacrer 3 heures de travail par jour en situation de confinement, eh bien, c'est 33% pour des jeunes qui rencontrent des difficultés, 50% pour des jeunes qui n'ont pas de difficultés. Et puis, vous l'avez vu sur la carte de l'Europe que j'ai affichée, eh bien, les jeunes nefs français sont dans le peloton de queue de l'Union européenne. Donc, on a tout intérêt à agir en direction des jeunes et à les ramener vers la formation et la qualification. Oui, il y avait une question qui était posée qui disait est-ce que les NIF, est-ce qu'on pourrait savoir si les NIF étaient motivés avant le confinement? Voilà. Alors, et puis il y avait une autre question, je vous l'ai dit tout de go, une autre question qui revenait sur la qualification du système de formation. Qu'est-ce que ce serait, qu'est-ce qu'on entend par un système de formation performant? Alors déjà sur les NEF, est-ce qu'ils étaient motivés avant le confinement? Alors, c'est une bonne question. En fait, avant le confinement, ils ne savaient pas qu'on serait confinés. On était tous dans cette situation fin 2019, même depuis début 2020. On ne savait pas en fait qu'on allait être confinés et qu'on allait vivre cette crise. Donc, les nefs d'avant le confinement, c'était les mêmes nefs que hors crise sanitaire. Donc, ils étaient ils étaient décrocheurs. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'un bon système de formation, un système de formation performant? Regardons autour de nous, on a des organismes de formation qui innovent et ils ont énormément innové pendant cette phase de confinement et où tout a été basculé sur le numérique parce qu'il fallait tout faire à distance. On a des formateurs qui ont trouvé des idées extraordinaires et puis on a globalement un système de formation qu'on nous envie. Je pense notamment au compte personnel de formation
que tous les pays européens sont en train de regarder de très très près, car c'est un dispositif qui permet à tout à chacun, à tous les actifs, d'être acteur dans son engagement en formation, en pouvant financer par lui-même la formation qu'il a choisie lui-même. Donc vous voyez, voilà, c'est tout ça qui fait un système de formation performant. Est-ce que justement cette période de confinement a véritablement modifié l'engagement des jeunes? Alors, j'ai pas de données sur ce point, mais moi je pense pas, parce que vous voyez, les garçons, les filles ont mal vécu ce confinement, les filles ont vu le confinement beaucoup plus long que les garçons. Quand on regarde combien de temps ils étaient prêts à consacrer, on voit qu'un tiers consacre 3 heures par jour. C'est quand même pas beaucoup, c'est-à-dire que tous les autres ont consacré moins de 3 heures par jour. Donc, ce sont quand même des jeunes qui, pendant ce confinement, se sont un peu éloignés de l'apprentissage et de l'apprendre. Donc, je suis pas certain que cette période de confinement ait été, comment dire, une période propice pour améliorer l'engagement dans l'apprentissage. Donc maintenant, on va s'interroger sur ce mécanisme. Qu'est-ce qui fait que le jeune décroche? Eh bien, on a Janoz, c'est un chercheur canadien. Bien lui, il nous explique qu'il y a une sorte de consensus scientifique. Les scientifiques s'accordent sur le fait qu'il n'y a pas un seul facteur qui expliquerait le décrochage, mais en fait, il y a plusieurs facteurs cumulés. Donc déjà, si on espère agir sur un seul facteur principal pour améliorer la situation, on n'y parviendra pas, c'est un peu illusoire. De leur côté, Robertson et Colrett, c'était en 2005, eux nous retracent un petit peu l'historique. En fait, c'est au début des années 1990 que on voit apparaître et on voit également l'augmentation du phénomène d'abandon scolaire. Mais la vraie prise de conscience des politiques publiques sur la question du décrochage, en fait, elle vient au début des années 2000 avec le sommet européen de Lisbonne. Et alors, un peu plus tard, en 2008, en France, la lutte contre le décrochage scolaire devient un des objectifs, notamment des expérimentations menées à l'époque par Martin Hirsch, qui était haut commissaire à la jeunesse. Ça, c'est des éléments qu'on trouve dans le rapport du CNESCO de 2017. C'est donc le Centre national d'études des systèmes scolaires. Alors, en fait, il y a une explication. Robertson et Colrett nous expliquent que si les politiques publiques ne se sont pas emparées tout de suite du sujet, eh bien, c'est parce que jusque-là, les jeunes qui sortaient sans qualification, ils parvenaient encore peu ou prou à s'insérer sur le marché du travail sans diplôme. Mais sur cette même période, l'accélération de la mondialisation de l'économie, mais également les fluctuations importantes dans les économies nationales ont entraîné en fait une concurrence sans précédent qui a créé une pression sur les besoins de qualification de la main-d'œuvre. C'est donc un peu la raison d'être de cette conférence aujourd'hui. Comment faire revenir les jeunes peu ou pas diplômés en formation pour leur apporter la qualification dont ils ont besoin pour trouver leur place sur le marché du travail aujourd'hui. Alors, on notera au passage que Martin Hirsch, que je viens d'évoquer, il a créé en 2012 l'Institut de l'engagement pour les jeunes qui choisissent le service civique. Donc, voilà qui résonne complètement avec notre thématique du jour. Alors, essayons un peu de caractériser ce jeune qui a perdu le goût d'apprendre. Le rapport du CNESCO, il est riche d'enseignements sur ce point. Par exemple, on découvre que les jeunes qui nous intéressent aujourd'hui, eh bien, s'ils sont français, leur localisation géographique est une première caractéristique différenciante. Sur cette carte que je vous affiche, on peut voir que si le jeune est en région Centre-Val de Loire, il est plutôt dans la moyenne nationale des décrocheurs. Alors que s'il est du côté de Lille, eh bien, il a une probabilité beaucoup plus grande de décrocher. Et s'il est francilien, eh bien, il sera beaucoup plus décrocheur du côté de Créteil que du côté de Versailles. Et ce même rapport du CNESCO nous explique que les garçons sont plus concernés par le décrochage que les filles. Alors, les garçons, donc, 10,1% et les filles, 7,5%. Là, en fait, cette meilleure réussite scolaire des filles, elle peut être attribuée, ça c'est Baudelot et Establé qui l'ont expliqué,
ça peut être attribué à la différenciation genrée des rôles sociaux qui prépare davantage les filles au respect et à l'intériorisation des normes de l'école. Ensuite, le rapport nous explique que toutes les recherches sont unanimes quant à l'effet du milieu socio-économique sur le risque du décrochage scolaire. Et comme on pouvait s'y attendre, malheureusement, eh bien, le risque est plus élevé pour un jeune issu de milieux populaires que pour celui issu de milieux favorisés. Et ça, c'est valable à compétences scolaires identiques. Et les caractéristiques les plus différenciantes de l'environnement du jeune, c'est le niveau de diplôme des parents et particulièrement celui de la mère, mais également un moindre niveau d'implication familiale, moins d'aide aux devoirs, moins de contrôle du travail scolaire, moins d'attentes positives vis-à-vis de l'apprentissage, peu de réactivité aux difficultés scolaires et moins d'attitudes encourageantes et valorisantes. J'aurai l'occasion de revenir sur ce point aussi un peu plus tard. Le profil psychosocial du jeune est également un facteur qui explique le décrochage. Les troubles du comportement, les comportements agressifs, les conduites délinquantes, tout ça, c'est fortement corrélé au décrochage. Ça, c'est Fortin et ses collaborateurs qui l'ont bien expliqué en 2006. Et les caractéristiques scolaires du jeune qui sont présentées comme étant les prédicteurs les plus puissants du décrochage, c'est le fait d'avoir redoublé. Et ça, c'est encore plus fort si le redoublement a eu lieu en primaire. C'est le niveau scolaire à l'entrée en 6e. Et troisièmement, le niveau de compétence en mathématiques et en français mesuré par des tests standardisés. Ça, c'est Cédric Afsa, le sous-directeur de la DEPP, la direction de l'évaluation et de la prospective et de la performance de l'éducation nationale, qui le dit. Alors, je vais me permettre d'ajouter à ces données du rapport du CNESCO, je vais ajouter un peu de psychologie différentielle. En effet, j'ai trouvé une recherche de Vinci Guerra et ses collègues qui date de 2019, donc c'est assez récent. Eh bien, il démontre qu'un lien existe entre profil de personnalité et décrochage. Un protocole expérimental assez simple. En fait, il demande à des étudiants, moyenne d'âge 21 ans, de répondre à un test de personnalité. Et juste après, d'auto-évaluer leur vécu subjectif de décrochage en répondant à la question « Je pense être en décrochage » sur une échelle allant de « pas du tout d'accord » à « tout à fait d'accord ». Pour le test de personnalité, ils ont utilisé le modèle le plus répandu dans la recherche en psychologie, c'est le modèle en 5 grands facteurs. Extraversion, agréabilité, caractère consciencieux, névrosisme et ouverture. Et donc, eh bien, les résultats montrent que c'est la dimension névrosisme qui explique une part du décrochage. Plus le score de névrosisme est élevé, plus l'autonomie de l'étudiant est faible, et plus l'autonomie de l'étudiant est faible, et plus il auto-évalue fortement son niveau de vécu subjectif du décrochage. Pour le dire autrement, plus l'étudiant donne des réponses allant dans le sens du névrosisme, sur le test de personnalité, et plus il donne une réponse proche ou égale à « tout à fait d'accord » pour la question « je pense être en décrochage ». Alors, maintenant que nous connaissons les facteurs, comment est-ce que l'on pourrait être alerté? Eh bien, Pierre-Yves Bernard, maître de conférence à l'Université de Nantes, en 2015, il nous explique qu'il y a 3 indicateurs que le formateur ou le professionnel qui accompagne doit toujours avoir à l'esprit. Performance, comportement, absentéisme. Si les résultats du jeune ne sont pas à l'attendu, s'il adopte un comportement qui n'est pas compatible avec la formation, s'il a tendance à s'absenter, alors il y a de fortes chances qu'il soit sur la route du décrochage. Alors, à partir de ces 3 indicateurs, Janos, le chercheur canadien dont j'ai parlé tout à l'heure, nous propose un modèle en 4 types de décrocheurs. Il y a les décrocheurs discrets, les décrocheurs désengagés, les décrocheurs sous-performants et les décrocheurs inadaptés. Je vous laisserai consulter le support et les descriptifs des 4 profils, mais moi j'attire votre attention sur les décrocheurs discrets, qui représentent quand même 40% de l'ensemble des décrocheurs. En fait, ce sont des élèves qui démontrent un profil proche de ceux qui vont être diplômés, qui réussissent. Ils aiment l'école, ils se sentent engagés dans leur scolarisation, ils ne présentent aucun problème de comportement apparent,
mais ils affichent un rendement scolaire assez faible. Souvent, ces élèves viennent d'un milieu socio-économique plus favorisé, nous disent les chercheurs et nous dit Jeannot, mais ils traînent malgré tout des difficultés depuis le primaire ou le début du secondaire. Donc, vous voyez, le décrocheur, c'est pas forcément l'exubérant, vitupérant en classe, c'est aussi le discret. Alors, pour récapituler cette partie, il y a encore une fois, je vous propose une lecture, cette brève du CEREC qui nous dit les normes de qualification sont-elles obsolètes? Souvenez-vous, je vous ai parlé un peu avant de la pression sur les jeunes peu ou pas diplômés parce que justement, le marché du travail demande de plus en plus de qualifications. En fait, dans cette brève du CEREC, on comprend que le niveau de diplôme des actifs s'élève plus rapidement que le niveau de qualification des emplois. Je vais le dire autrement, les mêmes emplois sont progressivement pourvus à des niveaux de diplôme toujours plus élevés. C'est-à-dire que la structure des qualifications est tirée vers le haut. Quand on a imaginé les qualifications, fin des années 60, à un niveau de qualification correspondait un niveau d'emploi. Mais aujourd'hui, les emplois sont occupés par des personnes très diplômées, alors que le métier ne nécessitait pas ce niveau de diplôme quelques années auparavant. C'est un phénomène qui entraîne mécaniquement une plus grande difficulté pour les jeunes peu ou pas diplômés à s'insérer durablement sur le marché du travail. Alors, ce que je vous propose de retenir, c'est que il n'y a pas un facteur, mais plusieurs. Donc, nous, professionnels, devrons agir sur plusieurs facteurs. Il y a des inégalités territoriales. Les garçons décrochent plus que les filles. Le niveau de diplôme des parents, et particulièrement celui de la mère, a un lien avec le décrochage. Le profil psychosocial, les troubles du comportement, les comportements agressifs, etc. Les caractéristiques scolaires, le redoublement, et plus encore si le redoublement a eu lieu en primaire, le niveau en sixième, les compétences en français et en maths. Le lien entre les traits de personnalité et le décrochage, 4 profils de décrocheurs, discrets, désengagés, sous-performants, inadaptés, et 3 indicateurs de vigilance. La performance n'est pas là, le comportement n'est pas adapté, et absentéisme. Et alors, je reviens sur notre panel là, de 350 jeunes qui ont répondu à notre questionnaire il y a à peu près 15 jours. On leur a demandé, mais partir en formation, est-ce qu'il y a des choses qui te bloquent? À plus de la moitié, plus de 50% a dit l'organisation et les coûts. Donc la distance, les transports, les frais, tout ça, c'est vraiment ça, c'est un handicap. 22% ont peur de ne pas y arriver. Et ensuite, c'est la peur de s'ennuyer. Et certains nous disent également à 18%, bah en fait, j'ai pas encore d'objectif, donc je vois pas bien à quoi pourrait me servir la formation. Vous voyez qu'on retrouve un peu tout ce que j'ai dit, éclairé par notre panel de 350 jeunes. Voilà pour ma deuxième partie. Merci, Monsieur Beltrame. Alors là, je reprends quelques questions qu'on a pu voir apparaître dans le chat. Alors d'abord, on avait une remarque sur la cartographie des inégalités territoriales. Et on a une remarque qui dit oui, il faut savoir qu'il y a des inégalités territoriales infrarégionales, même dans les régions vertes. Et puis moi, je rajouterais, est-ce qu'on n'a pas un traitement aussi différencié que vous pourriez connaître entre des zones type QPV, des zones rurales, voilà. Est-ce qu'on a un échelonnage des difficultés que vous connaîtriez? Alors, sur les inégalités territoriales, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, quand j'ai présenté l'Île-de-France, je vous ai expliqué qu'il y avait plus de décrocheurs du côté de Créteil que de Versailles. Donc, vous voyez, ça, c'est bien infra-régional. Alors maintenant, est-ce qu'il y a un traitement différencié du décrochage? Je suis désolé, j'ai pas cette information. Mais je vais me la noter et j'irai chercher les infos. On avait une autre, alors peut-être sur votre slide, et peut-être qu'on pourrait y remonter, la slide qui traitait des caractéristiques psychologiques. Voilà, peut-être sur celle-ci, sur le névrosisme, celle d'après, où vous pointiez. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être réexpliquer le fonctionnement de ce lien entre névrosisme et stabilité émotionnelle? C'est les deux finalement extrêmes?
Oui, alors en fait, ce sont des échelles, comment dire, c'est un continuum. Vous voyez, par exemple, tout en haut, vous avez la première échelle, c'est l'introversion-extraversion. Soit on est complètement introverti, soit on est complètement extraverti, soit on se situe entre les deux, avec des doses plus ou moins fortes d'introversion ou d'extraversion. Et en fait, toutes les échelles fonctionnent de la même manière. Par exemple, pour l'agréabilité, vous êtes plutôt sur quelqu'un qui a un comportement pro-social, empathique, qui a tendance à aller vers les autres. Et de l'autre, bah, on a un pôle qui s'appelle antagonisme, avec un comportement qui est beaucoup moins pro-social. Ça fonctionne de la même manière pour toutes les dimensions. Le caractère consciencieux, c'est quelqu'un qui va suivre les règles, par exemple. Et à l'opposé, vous avez l'impulsivité, c'est quelqu'un qui ne parviendra pas à respecter des règles. Eh bien, vous avez également cette dimension du névrosisme, c'est-à-dire d'un côté, j'ai une humeur qui est inégale, donc qui fluctue beaucoup, et des émotions souvent négatives. Alors qu'à l'opposé, j'aurais une forme de stabilité émotionnelle, c'est-à-dire une humeur relativement stable et plutôt des émotions positives. Ben, en fait, quand l'étudiant répond aux items de cette dimension, ben, quand il répond qu'il a plutôt beaucoup d'émotions négatives et qu'il est d'une humeur changeante, et ben, dans le même temps, il va répondre qu'il se sent en situation de décrochage. Le fait d'être dans l'addiction et dans l'agressivité versus être en situation de décrochage, l'œuf ou la poule. Alors c'est vrai que voilà, c'est Sophie qui nous dit ça. C'est vrai que ça peut marcher dans un sens ou dans l'autre. Oui, 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 effectivement. Mais moi, j'ai essayé de montrer ça sous l'angle de, ben, il n'y a pas de fatalité à l'addiction aux écrans, puisqu'on voit que pendant le confinement, ben, beaucoup de Français, en fait, se sont lancés dans des activités culturelles. Donc, voilà, il n'y a pas de fatalité à ces écrans. Alors, le niveau de qualification augmente. Est-il également le cas pour les compétences? Et si oui, quelles sont définies? Alors, si on part du principe que plus on a un niveau de qualification élevé, plus on embarque de compétences, alors bah oui, on pourrait penser que enfin, les personnes sont de plus en plus compétentes sur leur poste. En fait, je ne sais pas si j'ai bien illustré comment dire, ce passage. Je voudrais, prenons par exemple un métier comme conseiller en insertion professionnelle ou conseiller en évolution professionnelle. Ça, c'est un métier que l'on peut occuper avec un bac+2. Eh bien, aujourd'hui, sur ce métier, vous pouvez constater qu'il y a énormément de bac+5. Donc, c'est ça, le fait que l'on tire en fait les qualifications vers le haut. Donc, dans cette troisième partie, ben, on va essayer de redonner le goût de l'apprendre. Alors, il y a vraiment un petit passage par une notion qui est vraiment incontournable, c'est la motivation. Donc, si l'on en croit les chercheurs Vallerand et Hill, ils nous ont expliqué que la motivation est un construit hypothétique qui est censé décrire, et là je les cite, les forces internes ou externes produisant le déclenchement, la direction, l'intensité et la persistance du comportement. Jean Euth, c'est un enseignant-chercheur du côté de Lille, donc en sciences de l'éduc. Il nous met en garde sur l'usage de deux termes qui ne se recouvrent pas quand on parle de motivation, la persistance et la persévérance. De son point de vue, la persévérance comporte une part de jugement de valeur. Mais, en effet, on serait vite tenté de dire d'un jeune qu'il n'est pas persévérant. Donc, nous, on parlera plutôt de persistance de la motivation. Car c'est ça que nous recherchons. Créer les conditions pour que le jeune trouve la motivation et que cette motivation persiste dans le temps. Alors, sur la question de l'origine et de la persistance de la motivation, Philippe Carré, là c'est l'université de Nanterre, lui, il nous met en garde contre des idées encore très présentes dans les discours aujourd'hui, malgré la démonstration de leur inefficacité par les chercheurs. En fait, ce sont des idées qui viennent d'un autre siècle, et si elles ont été, c'est vrai, novatrices à leur époque, elles sont totalement contredites aujourd'hui. En fait, je parle du courant de recherche appelé behaviorisme et de son célèbre conditionnement opérant. Alors, je vais vous montrer donc un dispositif. Voilà. C'est au début des années 30, 1930. Un psychologue américain, Skinner, s'intéresse aux mécanismes d'apprentissage avec l'idée derrière de Pavlov et de son chien. En fait, il va dépasser le conditionnement simple et il va imaginer le conditionnement opérant. Le principe est très simple. Il prend une boîte,
À l'intérieur, il met un pigeon ou un rat de laboratoire. Oui, on appelle ça une Skinner box. Cette boîte, en fait, elle comporte 2 leviers, un rouge, un bleu. Quand vous mettez un rat dans ce type de dispositif, en fait, il va explorer. Donc, il va se promener, il va sniffer, et hop, par inadvertance, pardon, il va appuyer sur le levier bleu. Et en réaction à l'appui, une croquette de nourriture lui est donnée. Progressivement, le rat va apprendre l'association appui sur le levier bleu égale récompense, la croquette. Et pour accélérer le processus d'apprentissage, en fait, Skinner il va ajouter un mécanisme de punition. Le sol de la boîte, il est métallique. Quand le rat appuie sur le levier rouge, il reçoit une petite décharge électrique. Bien, en fait, très rapidement, le rat, il arrête de toucher le levier rouge et il ne manipule plus que le levier bleu pour obtenir une croquette. Skinner explique que le rat, il a appris un comportement, appuyer sur le levier bleu pour obtenir à manger. Alors, pour les plus anciens, moi je vous invite à vous remémorer cette scène du film Les Sous-Doués en 1980. Vous avez Daniel Auteuil et ses acolytes qui sont dans une boîte à bac. C'est une école censée leur garantir de décrocher le précieux sésame, sous réserve évidemment qu'ils y mettent du cœur à l'ouvrage. Mais évidemment, en bons sous-doués, ils n'en font qu'à leur tête. Et alors la directrice de l'école va investir dans une machine à apprendre américaine. On voit alors Daniel Auteuil assis à l'intérieur d'une immense boîte et il doit répéter ce que lui dit la machine sous peine alors, de recevoir des gifles s'il commet des erreurs ou de recevoir une friandise s'il répond juste. Eh bien cette scène, elle est totalement inspirée de la boîte de Skinner et du principe récompense-punition. Donc, en fait, tout cela prêterait à sourire si cette conception de la motivation restait dans le giron du cinéma et de la comédie. Mais si je vous en parle, c'est parce que Philippe Carré nous fait remarquer qu'il n'est pas rare encore aujourd'hui de trouver, je cite, une certaine littérature managériale ou pédagogique, férue de pyramides de besoins et autres schémas simples pour mieux motiver des équipes démobilisées ou des élèves apathiques. Donc lui, il ajoute, et je vais vous afficher ce qu'il nous dit, il ajoute, je le cite, « S'il est une idée que les théories actuelles de la motivation établissent avec fermeté, c'est que jamais on ne peut directement motiver autrui. La motivation n'est toujours qu'auto-motivation. Pour le dire autrement, ce qu'a fait Skinner dans son laboratoire avec des animaux n'est pas exportable chez l'homme en conditions réelles, sauf dans les films. » Donc, premier point important à retenir pour que la réussite soit au rendez-vous, il ne faut pas chercher à motiver le jeune, mais il faut chercher à créer les conditions pour que le jeune trouve lui-même sa motivation. Et dans les conceptions relativement contemporaines de la motivation, et dans la motivation à s'engager en formation, Philippe Carré nous invite à nous tourner vers les processus conatifs, qui expliquent le pourquoi les personnes s'engagent. Les processus conatifs, c'est par exemple l'intérêt que l'on a pour une activité. Alors, on va maintenant aller plus précisément sur cette question de motivation et on va parler de motivation intrinsèque et motivation extrinsèque. Le concept de motivation intrinsèque, c'est la théorie de l'autodétermination des 2 chercheurs américains, Edward Deci et Richard Reagan. Plus récemment, il propose de parler d'un continuum qui irait de la motivation non autodéterminée à la motivation autodéterminée. Véronique Leclerc, l'Université de Lille, eh bien, elle nous explique que le sentiment d'autodétermination, eh bien, ça renvoie à l'idée qu'un des facteurs positifs de la motivation, c'est le sentiment que la personne, donc le jeune, il est la cause de son comportement et qu'il peut décider et effectuer des choix libres. Notre question, c'est donc de savoir si le jeune, s'il subit les événements et qu'il se laisse porter par des contraintes extérieures, ou bien s'il se positionne en sujet capable de dire « je ». Voilà, donc en fonction des auteurs, il y a plus ou moins de stades dans ce continuum de la motivation. Moi, je me réfère à Fabien Fenouillet de l'Université de Nanterre. Lui, il en propose 4. Oui, alors, vous vous souvenez, hein, dans l'introduction, je parlais des personnes qui s'étaient automotivées pour
aller vers des activités culturelles pendant le confinement, mais c'est ça l'automotivation, d'accord? L'autodétermination de ces décisions. Alors, en fait, il y a un premier point totalement non autodéterminé, c'est l'absence de motivation. A, privatif, A, motivation. Là, il n'y a absolument pas d'engagement. Je ne vois vraiment pas ce que cette formation peut m'apporter. Ensuite, on a une régulation externe. C'est la fameuse motivation extrinsèque. En fait, on va obtenir une gratification ou éventuellement on évite quelque chose de désagréable indépendamment de l'activité en elle-même. C'est par exemple l'étudiant qui va étudier le droit parce qu'il sait qu'ensuite il aura un bon salaire, même si le droit ne l'intéresse pas. Alors un peu après, on a la régulation introjectée. Ça, c'est une pression que le jeune va s'imposer à lui-même. C'est l'étudiant qui fait des études parce qu'il ne veut pas se sentir coupable de ne pas en faire. L'action, donc, elle n'est pas librement choisie. Le jeune, en fait, il agit pour éviter une conséquence désagréable qu'il s'impose en se culpabilisant. Par exemple, un jeune qui dirait parce que je me sentirais mal face à mon conseiller mission locale qui m'a trouvé la formation et m'encourage à la suivre, là, voilà, il est typiquement dans la régulation introjectée. Et alors, on bascule du côté des motivations qui deviennent pour nous intéressantes, c'est la régulation identifiée. Donc là, par exemple, c'est l'étudiant qui fait des études parce qu'elles font référence à ses valeurs. L'étudiant qui s'est inscrit en droit parce qu'il estime qu'il est essentiel de connaître la loi pour vivre dans une société juste et équitable. Ça, c'est de la régulation identifiée. Et puis alors, la plus forte des motivations, celle vers laquelle il faudrait tendre, c'est la régulation complètement autodéterminée. C'est la motivation intrinsèque. C'est le plaisir d'apprendre en lui-même. L'engagement dans la tâche, ça vient du jeune. Il le fait parce qu'il aime ça, il y trouve de l'intérêt. L'action est vraiment conduite uniquement par intérêt et plaisir que le jeune trouve à l'action sans attendre de récompense externe. Voilà, donc le premier point, ne pas chercher à motiver le jeune, faire en sorte qu'il trouve sa motivation. Et le deuxième point, eh bien, il faut s'assurer du caractère autodéterminé de l'engagement en formation par le jeune. Je vais le dire autrement, une prescription de formation, c'est totalement orthogonal à ce type de motivation. Alors, on l'a compris, la meilleure des motivations pour une réussite en formation, c'est la motivation auto-déterminée. Donc la motivation intrinsèque ou la régulation identifiée qui sont porteuses du plus grand engagement du jeune dans sa formation. Alors maintenant, on va faire un petit tour du côté de la psychologie positive et d'un de ces concepts, mais vraiment fondamental, c'est le flow. Alors le flow, voilà, je vais vous le présenter. Alors, c'est un psychologue hongrois. Je vous ai mis son nom, mais je ne prends pas le risque de le prononcer parce que j'en suis tout à fait incapable. Donc, c'est un psychologue hongrois qui nous parle de flow. Il nous dit que c'est un état d'épanouissement lié à une profonde implication et au sentiment d'absorption que les personnes ressentent lorsqu'elles sont confrontées à des tâches dont les exigences sont élevées, mais qu'elles perçoivent que leurs compétences leur permettent de relever ces défis. Le flow, c'est une expérience optimale au cours de laquelle les personnes sont totalement motivées et ont envie de continuer en fait cette activité. Et Jean Euth, dont j'ai parlé tout à l'heure de Lille, de l'université de Lille, lui, il nous précise qu'un environnement d'apprentissage qui soutient ce flow, c'est un environnement optimal d'apprentissage. Alors, notre psychologue hongrois, il nous explique que en fait, l'expérience du flow, elle est qualifiée d'autotélique, c'est-à-dire qui trouve sa fin en elle-même. Et alors, comment on repère ce flow? Eh bien, c'est une perception d'un équilibre entre ses compétences personnelles et le défi à relever. Il faut qu'il y ait un écart, il faut qu'il y ait un défi, mais il ne faut pas qu'il soit trop haut. Il ne faut pas qu'il soit à hauteur de compétence, il ne faut pas qu'il soit plus bas non plus. Il faut qu'il y ait un petit écart et que la personne perçoit qu'elle peut relever ce défi. Il faut une centration de l'attention sur l'action en cours. Là, typiquement, c'est le jeune qui est plongé dans son jeu vidéo et qui ne voit plus rien autour, il ne voit plus le temps passer. Là, typiquement, il est complètement dedans. Il faut des feedbacks clairs. Donc là, je m'adresse aux professionnels, formateurs, accompagnateurs, etc. Il faut faire des feedbacks clairs aux jeunes. Et il faut que le jeune ait des sensations de contrôle sur les actions
qu'il réalise et sur son environnement. Pas d'action qui lui échappe et pas d'action sur lesquelles il aurait le sentiment de ne rien maîtriser. Donc voilà, et là, je vous ai mis un tableau qui récapitule les indicateurs que Jean-Eudes nous donne pour pouvoir évaluer si l'environnement de formation, eh bien, il soutient le flow ou pas. Et je vous donnerai des références bibliographiques, évidemment. Alors, je pense que nous avons les ingrédients essentiels pour tenter de créer les conditions de la réussite du dispositif de formation donc, et l'engagement des jeunes. Pour aller dans ce sens, alors nous avons beaucoup de moyens, de dispositifs, et tout à l'heure, nous allons voir des présentations de dispositifs qui vont dans ce sens. Mais pour terminer mon propos, moi j'aimerais vous citer 2 dispositifs que je trouve intéressants. Le premier, je l'ai trouvé dans le rapport du CNESCO sur les décrocheurs. En fait, on se rend compte que la recherche, eh bien, elle tente à montrer que le développement social et émotionnel, ça pourrait être une solution pour favoriser cet engagement en formation. Et alors, l'apprentissage social et émotionnel, c'est quoi? Eh bien, c'est développer chez les jeunes 5 compétences. La conscience de soi et la capacité à reconnaître ses propres émotions, la maîtrise de soi et la capacité à contrôler ses émotions, c'est la conscience sociale, l'empathie envers les autres, la capacité à gérer les relations aux autres, apprendre à résoudre des conflits et à savoir demander de l'aide, et la capacité à prendre des décisions responsables, à faire des choix qui reposent sur des normes éthiques. Si vous travaillez ces 5 dimensions avec le jeune, vous allez l'aider à trouver sa motivation auto-déterminée. Et puis, un deuxième dispositif que j'ai trouvé chez Fabien Fenouillet de l'Université de Nanterre, il a mis en place des modules pour les étudiants de première année. Ce sont des modules qui leur permettent d'explorer leur propre motivation, de mieux comprendre pourquoi ils sont dans telle filière de formation. Et en fait, il va travailler sur tous les points que j'ai évoqués dans cette 3e partie en aidant les jeunes à faire une sorte de travail de métacognition sur ce qui se passe en moi quand j'étudie. Voilà. Et comme, eh bien, en fait, je suis toujours plus généreux que ce que j'annonce, ça c'est mon côté optimiste, eh bien, je vais vous donner un 3e dispositif. Souvenez-vous, dans ma première partie introductive, je vous expliquais que le jeune qui n'a pas la chance d'avoir des parents impliqués, eh bien, il était beaucoup plus susceptible de décrocher. Ça, c'était dans l'étude sur le premier confinement. Eh bien, aujourd'hui, on a une solution très efficace. C'est le mentorat. En fait, le mentorat, c'est connecter un jeune avec un professionnel qui va l'accompagner dans sa réussite. Alors, je vous ai mis à l'écran l'incontournable site Un jeune, une solution, rubrique mentorat. Ça, c'est un dispositif formidable. Mais vous avez également d'autres plateformes qui rapprochent des jeunes et des professionnels. Alors, je pense en tout premier lieu à Job IRL. C'est une assoce qui, enfin, de mon point de vue, fait un travail formidable. Je suis moi-même inscrit et j'accompagne des jeunes qui s'interrogent sur le métier de psychologue du travail. Et voilà, bon, on a également d'autres plateformes. On aura une présentation de Job IRL justement parmi nos dispositifs dans la suite de cette conférence. Et alors voilà, encore une autre plateforme, My Job Glasses, qui rapproche également des jeunes et des professionnels, voilà, pour les soutenir dans leur parcours. Et donc, on récapitule. Je vous propose le texte donc de Jean-Eudes, l'environnement optimal d'apprentissage. Et là, vous aurez tous les éléments que décrit Jean-Eudes pour travailler, construire un environnement d'apprentissage qui soutient le flow, comme je l'expliquais. Et donc, ce que l'on va retenir, ne cherchez pas à motiver un jeune, mais par contre, créez les conditions pour qu'il trouve sa motivation. Vous voyez, cette motivation, elle doit être autodéterminée. C'est le jeune qui doit trouver sa propre motivation. L'environnement optimal d'apprentissage, c'est celui qui soutient le flow. Et le flow, ce sont les éléments que je vous ai précisés voilà, tout à l'heure. Et alors, encore une fois, je reviens sur le panel de 350 jeunes que nous avons interviewés. On leur a demandé, mais quel serait le déclencheur pour que tu t'engages
dans une formation? Eh bien, ils ont été énormément à nous répondre, un conseiller qui soit là tout au long de ma démarche. Et le deuxième point, une fois que j'ai décidé, je ne veux pas attendre pour rentrer en formation, je veux y aller tout de suite. Être accompagné tout au long de la démarche, rentrer en formation tout de suite dès lors que j'ai un projet. Et quand on leur demande, mais le plaisir en formation pour toi, ça serait quoi? Eh bien, pour quasiment 50%, ils nous disent aller jusqu'au bout et réussir. Donc, vous voyez, là, on sent chez le jeune la volonté de persistance dans la formation. Pour 20%, c'est me rendre compte des progrès que j'ai faits. Là, je vous renvoie au feedback. Ce sont les feedbacks que l'on fait aux jeunes qui lui permettent de se rendre compte de ces progrès. Et à 18%, être fier des efforts fournis tout au long de la formation. Là, on est sur le 7, le sentiment d'efficacité personnelle. Et donc, en fait, je vais juste me permettre de vous proposer une petite lecture supplémentaire parce que on a des dispositifs qui dont vous êtes présentés tout à l'heure, ce sont des dispositifs en ligne, à distance. Donc, je vous ai trouvé un article sur l'engagement et la persistance dans les dispositifs de formation en ligne. Donc, dans cet article, vous trouverez des éléments autour de cette motivation, de la persistance, mais avec des outils digitaux à distance, en ligne, etc. Voilà ce que je souhaitais vous transmettre pour cette partie comment on motive un jeune. Merci beaucoup, Monsieur Beltrame. On va essayer de vous retranscrire quelques questions. Il y en a une première basée sur la temporalité, puis vous l'avez indiqué, hein, les jeunes ont répondu massivement dans l'enquête à laquelle ils ont participé, qu'ils souhaitaient, une fois qu'ils avaient décidé, rentrer tout de suite en formation. Oui. Et à l'inverse, on a d'autres études qui vont montrer que, c'était remarqué dans les commentaires, qu'il y a besoin de temps pour créer son projet, pour le maturer, y revenir, etc. Alors, est-ce qu'on n'est pas dans une sorte d'incohérence de dire j'ai envie d'y aller tout de suite, allez, j'ai une lumière, je veux y aller, et puis une fois que j'y suis, est-ce qu'on se démotive pas vite? Alors, en fait, oui, je suis en train de me dire que j'ai peut-être pas bien présenté le timing. En fait, le jeune nous dit, je veux prendre le temps de réfléchir à mon projet. Et ça, dans les mécanismes d'accompagnement à l'orientation, on le sait, un projet, ça ne naît pas en une après-midi. Il y a toute une maturation en fait de ce projet, toute une réflexion. Il faut amener le jeune à la réflexivité, à creuser tous les éléments de son projet, à interroger des professionnels pour bien connaître le métier. Donc oui, il faut du temps pour monter un projet. Mais ce que nous dit le jeune, c'est une fois que je suis au bout, que j'ai fait toute ma réflexion et que j'ai pris le temps de bien réfléchir à mon projet et que j'ai besoin d'entrer en formation, alors là, il faut que je rentre tout de suite en formation. Parce que si je rentre pas tout de suite en formation, en fait, je vais perdre la motivation que j'avais trouvée dans la construction de mon projet. Mais donc, je consacre du temps à la réflexion sur mon projet, mais une fois que j'ai mon projet, alors là, il faut que je rentre tout de suite. Faut pas que je perde de temps avant de rentrer en formation. Voilà, c'est vraiment une temporalité comme ça. Oui. Et c'est très clair, mais du coup, on n'a pas abordé la situation du temps scolaire et du temps de la formation initiale et de la responsabilité et de l'importance de multiplier les expériences sur les indicateurs que vous avez présentés, la conscience de soi, je ne les citerai pas tous de mémoire, mais donc il y a une nécessité, si je comprends vos propos, à retravailler ces facteurs le plus tôt possible. Oui, tout à fait. Et vous voyez que ce ne sont pas, c'est pas du français, c'est pas des maths, c'est pas de l'histoire géo, c'est plutôt c'est comprendre mes émotions. Pourquoi je réagis comme ça devant tel événement et pourquoi je réagis comme ça devant tel autre événement. Et du coup, mieux comprendre ces émotions et surtout, comprendre que je suis pas seul dans la vie. Il y en a d'autres autour de moi et les autres fonctionnent autrement, les autres réagissent différemment. Je dois pouvoir comprendre les autres, je dois pouvoir mettre un peu d'empathie dans tout ça. Et puis, je dois savoir prendre les bonnes décisions, je dois apprendre à demander quand je ne sais pas. Voilà, ce sont toutes ces dimensions en fait qu'il faut travailler avec les jeunes. Il y avait des questionnements sur les caractéristiques des jeunes qui étaient enquêtés dans l'enquête dont vous parliez juste avant. Alors ce sont les jeunes de mission locale. Alors, il me semble qu'en Pressat avait mis donc 16-25 ans, inscrits en mission locale. On leur avait même demandé de quelle mission locale ils étaient, donc ils avaient précisé les choses. Voilà. Donc c'est des jeunes accompagnés en mission locale. En Centre Val de Loire, et puis
On vous remettra l'enquête avec enfin, non pas l'enquête, mais les résultats de l'enquête prochainement sur le site Étoile pour que vous puissiez aller regarder ça. Que faut-il d'après vous changer? Merci Sophie. Que faut-il d'après vous changer dans l'accompagnement des jeunes? Ou dans leur formation. Ou dans leur formation, voilà, ça y est. Moi, enfin, ce que je trouverais intéressant de travailler, c'est cette question comment dire, de globalité du parcours, parce que aujourd'hui, on a des prestations d'accompagnement, des prestations d'orientation, et puis la formation de l'autre côté. En fait, on est sur deux dispositifs distincts, et parfois, on a la rupture entre les deux. Ce qui serait vraiment formidable, c'est de pouvoir avoir un seul dispositif, en fait, qui accompagne les jeunes sur leur projet et qui les embarque dans la formation sans rupture, en fait, de sorte que voilà, il n'y ait pas de temps perdu entre la construction du projet et l'entrée en formation. Vous voyez, pour moi, là, ça serait déjà si on parvenait comment dire, à faire ce lien, en fait, entre je réfléchis à mon projet et je rentre tout de suite en formation. Là, on aurait fait déjà une grande avancée, je pense. Et puis, oui, je vois Jean qui nous propose des parcours au lieu des cours. Oui, effectivement, on a à se réinterroger sur, comment dire, sur peut-être les modalités pédagogiques. Mais moi, je suis assez épaté par ce qui s'est passé pendant toutes ces périodes de confinement. Voilà, ça a poussé à l'innovation et on a vu vraiment des belles choses pendant cette période. Et puis alors, on a une dernière remarque. Vos propos, Fabien Beltrame, interroge également la philosophie de remise en formation des jeunes de façon systématique et inéluctable. Alors, je suis 100% d'accord. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai dit tout à l'heure, faire une prescription de formation, c'est totalement orthogonal. Il ne s'agit pas de remettre les jeunes en formation, mais c'est de leur redonner le goût d'apprendre. Vous voyez, pour que eux-mêmes ils aient envie d'aller en formation. C'est-à-dire que nous, on ne doit pas, on ne doit pas prescrire de la formation, on ne doit pas les forcer à aller en formation, on ne doit pas les motiver à aller en formation, mais on doit créer les conditions pour que eux-mêmes trouvent la motivation à vouloir retourner en formation. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que je voudrais passer le message. La question, c'était comment présenter la nouvelle obligation de formation des 16-18 aux jeunes et à leurs familles pour favoriser la motivation et ne pas être dans l'injonction, la prescription dont vous parliez tout à l'heure, et du coup accentuer le non-recours. Est-ce que vous auriez des pistes là-dessus ? C'est un peu tous les éléments que j'ai donnés dans la troisième partie. Vous voyez ce qui est fait, par exemple, avec les étudiants de première année à l'université, mais je trouve ça extrêmement intéressant. C'est non... Vous voyez, c'est pas, comment dire, aider le jeune à mieux comprendre la formation dans laquelle il est, mais c'est de l'amener à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui me motive dans la vie? Qu'est-ce qui me donne envie d'avancer? Qu'est-ce qui me donne l'envie le matin de me lever pour aller en formation? Ouais, c'est travailler toutes ces dimensions-là pour que le jeune, finalement, trouve son intérêt, trouve les activités qui l'intéressent et qu'il se dise tout d'un coup, bah oui, effectivement, j'ai envie d'y aller. Vous voyez, c'est plutôt dans ce sens-là. Moi, j'ai pas de recette miracle, mais en tout cas, une chose est certaine, si vous forcez un jeune à aller en formation, peut-être qu'il ira le premier jour pour vous faire plaisir, mais il abandonnera rapidement. Donc, on n'a pas grand intérêt à le pousser en formation. Merci, Monsieur Beltrame, pour votre présentation. Donc, pour appuyer finalement votre propos, nous vous proposons la présentation de différents dispositifs qui participent à motiver les jeunes, les remobiliser vers la formation. Il a été difficile pour nous finalement de choisir quel dispositif vous présenter, tant il en existe tous aussi intéressants. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vous fasse une petite présentation de 3 dispositifs en quelques minutes. Donc, d'abord, le dispositif Scola des apprentis d'Auteuil. Il vise à former et insérer dans l'emploi des jeunes de 16 à 30 ans, prioritairement peu ou pas qualifiés et éloignés de l'emploi. Ce dispositif permet d'obtenir des retours à l'emploi de l'ordre de 80% en s'appuyant sur un parcours de formation vers un métier en tension ou des métiers d'avenir. Vous pourrez retrouver le lien du dispositif dans le chat pour observer leur manière d'ancrer les jeunes dans leur parcours. Et c'est un dispositif issu de la fabrique de la remobilisation dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences. Ensuite, on aurait pu également vous présenter le club extraordinaire de la région Centre-Val de Loire. Pour ceux qui ne connaissent pas ce dispositif, il s'agit d'un conteneur de 30 mètres carrés qui se déplace sur tous les territoires régionaux et qui présente des contenus multimédia à la pointe de la technologie. Il permet aux jeunes de s'interroger de façon indirecte sur ses goûts, ses atouts, ses forces. Il peut compléter cette expérience réelle par des jeux sur Internet et il est invité ensuite
à rencontrer un acteur professionnel de l'emploi et de l'orientation pour lui permettre de réfléchir sur son projet professionnel, puis à être accompagné s'il le souhaite. Un bel outil à découvrir sans plus tarder. Vous pouvez retrouver les prochaines dates et lieux de passage sur le site internet du Club Extraordinaire qui s'affiche dans le chat. Enfin, l'outil Cléor, qui signifie clé pour l'orientation, et dont vous retrouverez le lien dans le chat, est un outil, un moteur de recherche qui permet de façon autonome de s'informer sur les secteurs économiques, les débouchés, les salaires, les entreprises et les formations. Il propose également de consulter les offres d'emploi par métier. Il a été conçu en collaboration entre 3 régions, Centre-Val de Loire, Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté. Il est actuellement utilisé dans 6 régions et bientôt 7. Alors n'hésitez pas à y faire un tour ou à le proposer aux jeunes qui vous sollicitent. Mais pour passer aux témoignages que nous avons retenus, nous vous proposons une présentation d'outils qui suit la progression suivante. D'abord des solutions 100% numériques, autonomes donc pour le jeune, en passant par un outil semi-accompagné jusqu'à des dispositifs en présentiel. Dans le même esprit et en complémentarité avec Cléor, l'outil Trace tes acquis est un outil 100% autonome de la région Bourgogne-Franche-Comté. Il s'agit d'un outil de capitalisation de parcours professionnel et d'identification des compétences. Je vais tout de suite laisser la parole à Isabelle Pribilski, responsable domaine orientation tout au long de la vie chez nos collègues du Carrefour de Bourgogne-Franche-Comté. Isabelle, Trace tes acquis, finalement, c'est quoi? Pourquoi cet outil? Quel est le point de départ? Oui, bonjour à tous. D'abord, je vais juste partager mon écran pour vous montrer au moins à quoi ressemble Trace tes acquis. Je pense que vous le voyez là et j'en profite pour vous remercier chaleureusement de m'avoir invité à présenter cet outil-là. Alors, l'outil Trace tes acquis, c'est quoi? Pourquoi cet outil? Oui, quel est le point de départ? Alors, en fait, c'est simple, hein. Trace tes acquis est né d'une volonté commune de construire un outil favorisant la sécurisation des parcours professionnels. Cette idée-là, elle est née bien avant la fusion des régions, hein, bien avant 2006, où chacune de nos 2 ex-régions, que sont la Bourgogne et la Franche-Comté, elles avaient chacune travaillé en fait sur la construction d'un passeport de compétences. Et vraiment, cette volonté a été réaffirmée avec la fusion des régions. Vraiment se doter d'un outil régional, numérique. Alors, je dis bien numérique, hein, en Pressatch, il n'est pas 100%, enfin, il est 100% autonome, mais il est aussi beaucoup utilisé, accompagné, justement. Donc, un outil régional numérique de capitalisation des parcours professionnels en mettant vraiment l'accent sur l'identification et la valorisation des compétences, et ça sous toutes leurs formes. Donc aujourd'hui, on a un outil, Trace tes acquis, qui est un outil quadripartite, c'est-à-dire qu'il est porté par la région, par l'État, par les partenaires sociaux. Il est géré par Renfort, hein, donc le Carrefour de Bourgogne-Franche-Comté, et on a vraiment une volonté d'en faire un outil destiné à tous, qui soit utile dans toutes les situations, sans être rattaché spécifiquement à un dispositif ou à une structure. Et on a une attention particulière et vraiment, on a une vraie volonté, en fait, de travailler sur la continuité des usages. Et donc, du coup, de commencer à travailler avec cet outil lorsqu'on est jeune et de pouvoir le poursuivre tout au long de sa vie et à chaque fois avoir, en fait, cette référence à cet outil-là, à la fois comme un outil personnel, mais aussi à la fois comme un outil qui va nous être proposé et qui va nous être présenté dans les différentes étapes de notre parcours professionnel. Donc finalement, au départ, donc du coup, je vous montre simplement la page hein, de présentation de cet outil-là. C'est le titulaire d'un compte va pouvoir retracer son parcours professionnel, garder les traces des étapes de son parcours. Il va pouvoir identifier des compétences, alors qu'elles soient techniques, qu'elles soient transversales, informatiques, linguistiques, etc. Elle va pouvoir piloter son projet professionnel, éditer des supports, puisqu'en fait, on édite aussi... on propose aussi des frises chronologiques, des CV, etc. Et avoir finalement à sa disposition tout un ensemble de ressources pour l'aider.
Finalement, l'outil s'adresse à qui? Alors en fait, comme vous le disiez tout à l'heure, Empresat, c'est un outil qui est numérique, qui est accessible depuis un ordinateur, une tablette, un smartphone, etc. C'est un outil qui est gratuit, personnel, créé à l'initiative de la personne, sécurisé, etc. Et il s'adresse à tous. Il s'adresse à tous tout au long de la vie. Finalement, quel que soit son âge, son statut, les étapes de son parcours professionnel, etc. Et il peut être utilisé seul ou accompagné. L'intérêt, c'est que finalement, il a une approche assez ludique et que l'outil, il a été créé pour encourager la réflexion autour de sa situation professionnelle. En fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir capitaliser au fur et à mesure et surtout d'être aidé. On se base sur une approche compétence qui est basée sur les fiches ROM et tout un ensemble de référentiels des compétences. Et en fait, on ne se retrouve pas finalement devant une page blanche. On a donc des contextes d'utilisation qui sont vraiment nombreux, sortie de formation initiale ou d'apprentissage, lorsqu'on veut faire le point sur sa situation professionnelle, lorsqu'on veut préparer un entretien professionnel, avoir une démarche de formation, préparer un entretien d'embauche, etc. On l'utilise même en fait au sein des entreprises. Et notamment, il est utilisé aussi comme support en fait de discussion lors des entretiens annuels d'activité. Et donc, du coup, on comprend bien à travers tout ça que il ne faut pas attendre d'être dans une période de chômage ou d'être dans une situation un peu plus compliquée pour réfléchir à son parcours professionnel, mais qu'on va vraiment y réfléchir tout au long de sa vie. Et du coup, nous, dans notre politique un petit peu de déploiement et de communication, on met vraiment un accent sur les jeunes avec justement cette volonté de pouvoir proposer l'utilisation d'un outil très tôt et que ce même outil puisse les accompagner tout au long de leur vie. Puisque finalement, on voit bien que plus on réfléchit tôt à son parcours et plus on note des choses et plus on capitalise, plus finalement on a aussi conscience de ses compétences. Et je crois que c'est aussi un point qui est important. Donc plus on a conscience de ses compétences et plus finalement le champ des possibles est ouvert. Et plus on est capable de se projeter dans quelque chose, plus on est capable aussi de prendre en main finalement son parcours professionnel. D'un point de vue professionnels, cette fois-ci, des accompagnateurs des personnes et notamment des jeunes tout au long. On sait aussi qu'une personne qui réfléchit à son parcours professionnel et donc qui a donc conscience de ses compétences, c'est aussi plus facile à accompagner. Et si on a en plus de ça une personne qui a pris cette habitude de capitaliser et qui arrive déjà avec un support de communication auprès de son conseiller, eh bien, il sera d'autant plus facile aussi à accompagner. Donc, on a vraiment cette idée aussi je vous l'ai dit au début, mais de continuité dans les usages et de se dire que, un jeune qui passe dans une mission locale va pouvoir commencer à travailler sur ce compte et ensuite, s'il repart en formation, on va pouvoir aussi l'engager à remplir un formulaire de formation dans son compte, etc. Et donc, du coup, va pouvoir le suivre. Donc, finalement, Trastezaki, c'est un petit peu un outil qui pourrait être ou qui devrait être assez naturel et puis qui va nous accompagner tout au long de notre vie professionnelle. Et du coup, on le conçoit vraiment comme un compagnon de route qui serait toujours assez proche de nous sans être vraiment une contrainte. Je vous propose qu'on enchaîne sur un outil semi-autonome, à la fois numérique et qui peut être accompagné par un conseiller et propose des immersions à proximité du jeune. Pascal Chaumette, directeur d'ID6, Startup d'État. Je vous propose de présenter l'outil Diagorient. Juste peut-être un petit rappel de contexte pour vous dire de manière très brève que Diagorient est un dispositif qui est incubé à la DINUM, financé par le ministère du Travail, et porté juridiquement par une association qui travaille depuis plus de 10 ans dans l'accompagnement des jeunes
vers l'orientation, vers l'emploi. Et vous voyez, on a mis très très longtemps à stabiliser, parce que vous voyez, la première date, c'est 2010, une pédagogie qui soit en fait instrumentée par le numérique, mais en même temps qui ait une démarche vraiment anthropocentrée, avec l'idée que le jeune ne soit pas aligné à des résultats d'algorithmes, mais qu'il y ait vraiment un travail d'accompagnement qui vise la réflexivité du bénéficiaire. On a mis longtemps parce qu'on est passé par de la recherche fondamentale, des transferts d'innovation, de l'innovation et beaucoup d'itérations avec le terrain. Et aujourd'hui, le dispositif propose en fait trois étapes qui permettent de travailler surtout la phase de diagnostic, c'est-à-dire la mise en valeur des compétences que les jeunes mobilise dans les sphères de la vie quotidienne, du loisir, de l'engagement, du sport, mais également du travail. Et ce travail-là, en fait, c'est ça, cette partie que j'aimerais vous présenter. Mais le dispositif propose également des pistes de découverte métier, pas avec des fiches informationnelles sur les métiers, mais une sorte de mise en cohérence entre ce que le jeune renseigne dans la machine et ce que la machine peut lui pousser, avec l'idée derrière que ce soit toujours accompagné pour pouvoir un peu digérer l'information. Et ce qu'on souhaite vraiment, c'est que le jeune puisse aussi trouver des pistes dans son écosystème géolocalisé. Et ça, pour nous, en fait, la géolocalisation est une forme en fait, d'engagement qui facilite chez le jeune la mise en stage, le repérage de PMSMP, le repérage de formation. Vous voyez, on a une cartographie de CFA et puis d'entreprises qui peuvent potentiellement accueillir les jeunes. Et ça, c'est vraiment très intéressant pour enquiller assez rapidement dans des formations ou des immersions professionnelles. Ce qu'on fait avec Diagoriant, on parlait tout à l'heure justement d'une version qui est un peu mixte, c'est surtout en fait de démarrer par une brique formative. C'est-à-dire que l'idée c'est de mettre en projection tout ce travail de repérage des compétences et ce format en fait où on tente de faire en sorte que le jeune soit dans les postures actorielles où il va apprendre à repérer des compétences. Vous voyez, on fait un espèce de jeu au départ où on dit surtout ce qu'on ne va pas faire. On ne va pas dresser un bilan psychologique, mais on va apprendre une méthode qui va nous permettre de repérer des compétences en lien avec des activités qu'on mène dans le champ, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du sport, de la vie quotidienne, etc. Donc l'idée, c'est déjà de présenter ce qu'on va faire, et ça, c'est sur une matinée, et on fait différentes sortes d'activités qui vont progressivement faire monter en conceptualisation, en complexité, pour comprendre en fait qu'une compétence en fait se repère en faisant un travail un peu d'investigateur de ces expériences. Vous voyez, on passe par un jeu vidéo, par exemple, qui est très simple et de manière assez rapide, en fait, on arrive à comprendre que dans cette situation de jeu, on fait des activités qui sont visibles et il est facile de les nommer, mais ce qui est plus difficile, ce qui est invisible à soi-même, c'est des compétences implicites qu'on mobilise et qu'on a besoin, en fait, pour les mettre en valeur, de réinvestiguer l'expérience pour les mesurer et puis les cartographier. Et ce jeu, en 25 minutes, vous voyez, on arrive à comprendre ce qu'on va faire avec ce travail de repérer des compétences, avec une grille de lecture qui me permettent de parler de mes expériences en termes de compétences. Et ce référentiel-là, il est très intéressant parce qu'il est sur une approche située des compétences. Il permet de calibrer en objectivant les gradations. Et tout ça, on l'apprend progressivement. Vous voyez, on est parti du jeu vidéo, puis ensuite, on apprend par une succession d'activités qui sont plutôt ludiques, en binôme, avec du digital parfois. Ça permet comme ça de comprendre en fait comment on peut repérer des compétences en lien avec des situations. Voilà, il y a des mises en commun ensemble où on apprend que les compétences sont aussi mobilisées dans la sphère de la vie personnelle. Les jeunes qui n'ont pas de diplôme, qui se voient qu'à travers un bulletin scolaire, pensent qu'ils ne mobilisent pas de compétences. Et l'idée, c'est un peu de casser tout ça pour leur permettre de comprendre qu'ils peuvent mettre en avant des expériences qu'ils ont pu vivre. Vous voyez, donc encore là, puisqu'on est sur la notion d'engagement, nous, on a une succession d'activités de pédagogie active et ludique où on met les gens dans la situation et à chaque fois, il y a toujours ce travail en fait de mise à distance, d'analyser l'expérience en parlant en termes de compétences. Et à la fin du processus, il y a des activités autour d'entretien, d'explicitation en collectif. Les jeunes, vous voyez, sont capables de découper des expériences, leurs meilleures expériences en activité, c'est-à-dire descendre dans une bonne maille de l'expérience pour en faire du lien avec un référentiel de compétences. Et le référentiel leur permet en fait d'avoir des traces sur une carte de compétences, vous voyez, et cette carte de compétences est parfois le premier support pour aller chercher une formation ou se présenter à une PMSMP en ayant montré qu'on a fait un travail sur soi. Et pas n'importe quoi comme travail, puisqu'on a appris à repérer des compétences, à les graduer. On a un dispositif aussi toujours pour permettre l'engagement et le maintien dans l'engagement de badges de recommandation, où là, l'idée, c'est d'aller chercher des tiers de confiance qui vont recommander les expériences. Et quand les jeunes traversent
de multiples PMSMP, c'est tout à fait intéressant de voir que l'entreprise, les équipes éducatives et le jeune sont sur un même niveau de connivence de ce qu'ils vont évaluer en termes de compétences et comment en fait le jeune peut ensuite le mettre en avant pour construire du parcours derrière. Parce que tout ça en fait permet effectivement de mettre en lien aussi avec le référentiel RECTAC qu'on utilise des attendus en contexte professionnel ou des prérequis de certification de CQP ou de CAP. Et on s'aperçoit qu'on a beaucoup de jeunes en fait qui par exemple font de la mécanique de manière autonome, de manière informelle, je dirais, et ils peuvent mettre ça en avant quand il s'agit de réfléchir à des parcours parfois vers lesquels ils s'interdisent d'aller parce qu'ils ont eu en fait des problèmes scolaires, des parcours chaotiques à l'école. Diagorante est considéré comme un service public, donc il est accessible gratuitement et nous formons gratuitement à l'usage également. C'est pris en charge par le ministère du Travail. Maintenant, nous allons passer effectivement à un dispositif 100% présentiel mis en place en ce début d'année. Il s'agit du dispositif 16-18, promo 16-18 de l'AFPA, un dispositif innovant qui permet de travailler sur la remobilisation des jeunes. Et donc pour cela, ce sera la coordinatrice régionale de Centre Val-de-Loire qui va nous présenter et nous dire comment il permet de remobiliser les jeunes. Puis après, nous posons quelques questions directement à un jeune, Antoine Seyou, qui a participé à la promo 16-18. Madame Lavrard, c'est à vous. Bonjour tout le monde, bonjour et merci pour ces beaux échanges, en tout cas la belle présentation de Fabien Beltrame également. Alors la promo 16-18 est née des différents constats qu'on a pu évoquer depuis le démarrage de la webconférence du coup et bien fait partie intégrante du dispositif du plan Un jeune, une solution, mais également est un dispositif qui est en réponse à l'obligation de formation des 16-18 ans. Du coup, notre principale orientation provient des missions locales qui sont en visibilité parfaite de ces jeunes décrocheurs mineurs 16-18 ans sur le dispositif La Promo 16-18 qui a été un dispositif pensé sur une durée de 13 semaines et une durée de 13 semaines qui se découpe en différentes phases. Une phase d'engagement, une phase de construction qui est assez longue vu qu'elle dure 8 semaines et une phase de préparation à la sortie. Sur ces différentes phases, en effet, la phase d'engagement qui permet sur une semaine aux jeunes d'être vraiment dans une perspective d'adhérer, de reprendre une vie collective, dynamique, afin de poursuivre ce parcours sur les 12 semaines suivantes pour déclencher évidemment la prise de conscience de ce jeune à être acteur de sa vie et à faire ses propres choix à travers différentes intentions pédagogiques et ateliers que je vous montrerai par la suite. Sur ces 2 semaines, en effet, le jeune va pouvoir prendre absolument conscience de son pouvoir d'agir sur ce qu'il a envie de faire ou sur les projets qu'il souhaite mettre en œuvre. Tout ça se déroule dans un village AFPA qu'on appelle un village AFPA de proximité qui aujourd'hui est couvert sur l'ensemble de la France par des villages AFPA de proximité. S'ensuit une phase de voyage. Alors, une phase de voyage, ça peut surprendre. En fait, c'est une période qui se fait et qui se fera, qui n'a pas pu se faire du fait du contexte sanitaire, dans un village initiative jeunesse sur une durée d'1 semaine, qui permettra de surcroît d'être dans un autre environnement que son secteur et sa vie sociale, familiale, amicale et professionnelle, ou en tout cas son lieu d'habitation et de créer de nouveaux liens vu que ce sont des villages qui réunissent l'ensemble des villages de proximité. Pour notre région Centre-Val de Loire, à savoir que ce sera un village initiative jeunesse qui se trouve à Château. Il n'y a pas d'obligation au voyage, le jeune peut rester 2 semaines en centre de proximité. Néanmoins, l'initiative de partir, de sortir, de faire une nuit à l'extérieur de son environnement habituel est quand même préconisée. La phase de construction se poursuit sur 6 autres semaines où on est vraiment plus sur un projet qui se fixe dans le temps et sur un territoire, un secteur. Enfin, on est vraiment beaucoup plus sur le projet qui se dessine et ça se termine en effet par 2 phases, une phase de préparation en 2 semaines qui va permettre du coup là de stabiliser le projet à moyen, court terme ou long terme et surtout d'assurer le suivi et le lien jusqu'à la sortie définitive. La sortie définitive, ce que nous prénomme la sortie positive ou dynamique, donc en effet une sortie vers la formation, l'apprentissage, l'emploi, mais également les sorties dynamiques qui nécessitent une poursuite de parcours en garantie jeune, en EPID, en école de la 2e chance.
Et puis, si toutefois rien n'a pu être travaillé, stabilisé à l'issue de ces 13 semaines, l'AFPA propose un accompagnement prolongé de 6 mois. Il est plus important de parler en effet de ce qu'on y met derrière ces phases de construction, d'engagement, préparation à la sortie et au voyage. C'est surtout l'intention pédagogique qui reprend en fait ce qui a été dit là sur l'heure et demie passée, qu'il est vraiment important surtout de réconcilier le jeune avec son territoire, avec ces autres jeunes qui seront avec lui sur le groupe, et surtout lui pouvoir être dans une projection, mais pouvoir se sentir aussi force de proposition par rapport à l'écriture de son futur proche. Voilà, on est vraiment aussi très intéressant les outils que vous venez de montrer sur la montée en compétences, en pouvoir en faire une identification. Alors pareil, on a des ressources assez conséquentes, mais qui permettent aussi d'être sur cette montée en compétences après avoir pris conscience de ses propres compétences et de les valoriser. On est bien évidemment dans cette dynamique collective, dans une cohésion de groupe, mais également sur l'individuel, travailler sur la confiance en soi et l'autonomie. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que tout au long de ce parcours, il y a un fil rouge qui est surtout la solidarité à travers des chantiers solidaires, participation aux chantiers solidaires, aux activités solidaires. Et du coup, ça rend vraiment très fortement l'impression d'être utile, de reprendre confiance. Et de pouvoir justement acquérir l'autonomie dans un acte, dans une envie. Voilà. Les différentes thématiques, je ne vais pas avoir le temps de les balayer malheureusement, mais il a été pensé justement que toutes ces 13 semaines se jouent entre de l'accompagnement et du suivi individuel, mais également des ateliers thématiques sur la santé, le bien-être, la nutrition, mais également tout ce qui est compétences essentielles et utiles, savoirs essentiels et utiles, donc sur les savoirs fondamentaux, une grosse thématique également sur la découverte des métiers, du monde du travail et préparer son avenir professionnel. Également de nombreux ateliers sur la pratique physique et sportive. Je rebondis sur l'effet néfaste des écrans parfois un peu trop sollicités. Reprendre conscience que son corps, il a besoin également de bouger, de sortir, voilà, etc. Et une grosse thématique également sur culture et créativité. Ouvrir aussi à ce qui se passe dans le monde culturel et soi-même pouvoir être un artiste ou pouvoir créer de ses mains via des créations d'affiches, énormément de choses, de réalisation de courts-métrages, etc. Et le chantier solidaire qui balaye absolument l'ensemble des 13 semaines. J'ai fait très très vite pour pouvoir laisser surtout la parole, mais je reviens juste là-dessus, pour nous accompagner tout au long de ce parcours. On travaille vraiment dans un écosystème partenarial avec les acteurs locaux. Nous sommes donc sur la région centre. Nous couvrons les 6 territoires de la région, les 5 territoires de la région centre, et nous sommes vraiment accompagnés sur les thématiques, notamment de l'insertion pro, de se découvrir, s'ouvrir au monde, thématiques sociales, de santé, d'accès aux droits. Le mentorat est en effet un élément hyper important. Nous travaillons, nous, sur les témoignages inspirants de personnes qui sont en mesure de témoigner de leur réussite et de leur parcours, malgré parfois des démarrages un petit peu chaotiques. Et en effet, moi, je prône en effet le mentorat ou le témoignage inspirant pour redonner confiance et espoir aussi sur les débuts de parcours difficiles. Nous avons également des ambassadeurs, des partenaires de suite de parcours qui sont généralement les entreprises locales, les associations et puis tous les acteurs publics qui, eux, sont vraiment dans une démarche sociétale pour accueillir les jeunes en emploi, en service civique et en alternance, et notamment aussi nos partenaires locaux du territoire de la région Centre-Val de Loire, qui sont ambassadeurs et parfois partenaires de suite de parcours suivant leur casquette. Voilà, j'ai essayé de faire assez vite pour laisser la place mieux que les photos. Ça, ce sont les photos de nos différents jeunes que nous avons pu accueillir depuis notre démarrage au 18 janvier, à la radio, en chantier solidaire, en escape game en centre-ville pour travailler sur la mobilité. Nous travaillons aussi la préparation en code de la route et nous badgeons tous les ateliers sur les compétences transverses et donc le savoir-être pour revaloriser justement leurs compétences qu'ils peuvent télécharger sur le portable, sur leur CV. Voilà, donc un très très beau projet. Avant de passer à Antoine, on aurait une petite question du chat. Est-ce que le dispositif permet-il de répondre aux besoins socio-économiques régionaux, d'après vous ?
aux besoins socio-économiques régionaux. Alors, nous sommes avant tout dans une démarche totalement individuelle de réponse aux jeunes, de la réponse aux jeunes, l'individu. Voilà, ce dispositif, il est quand même vraiment ciblé pour pouvoir accompagner à une sortie de son statut de jeune décrocheur, pour lesquels nous n'avons pas pu apporter de réponse dans un cadre scolaire. Trop jeune aussi pour être sûr de l'emploi parce que non travaillé. Donc, on est surtout voilà, sur un accompagnement et une entrée en formation. Alors oui, local, économique, régional, oui, de l'individu, pour l'individu. Très bien. Bon, en tout cas, merci Madame Lavrard. Je vous propose qu'on passe au témoignage d'Antoine. Donc Antoine est un jeune homme qui avait débuté un contrat d'apprentissage en pâtisserie, mais cela ne lui convenait pas forcément. C'est la mission locale qui l'a orienté vers la promo en mars 2021. Une fois les 13 semaines réalisées au sein de la promo, il a comme projet d'intégrer une formation prépa numérique. Donc il a débuté en mai dernier et il a comme projet par la suite de faire un contrat d'apprentissage en tant qu'infographiste. Donc du coup, Antoine, qu'est-ce qui t'a donné envie finalement de retourner dans un organisme de formation? Alors déjà, bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je pense que la raison principale déjà, c'est de ne pas rester chez moi à rien faire. Je pense que s'ils ont mis ça en place, c'est pour avant tout aider les jeunes à trouver leur voie. Donc pourquoi pas? Je me suis dit pourquoi pas l'intégrer, ça m'aidera à trouver mon bon métier. Et ça m'aidera aussi à me sociabiliser avec les autres. Donc, avec ça, je me suis dit, pourquoi pas essayer. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de rester finalement? Alors déjà, on a fait pas mal d'activités. On a repris le sport, on a vu des patrons, des employeurs. On a aussi vu d'autres jeunes. J'étais dans un groupe avec pas mal de jeunes aussi comme moi, on va dire, qui sont plus ou moins en recherche d'emploi. Donc, ce qui fait qu'on a pu à nouveau se sociabiliser et avoir des contacts humains. Et puis l'accompagnement aussi, on a été très, très bien accompagnés, on a pu faire des stages, on a vu des entreprises, des patrons, et puis en cas de questionnement ou tout, on pouvait leur poser directement la question et ils nous répondaient. Donc c'était très, très bien organisé, je trouve. Tu t'es senti accompagné, finalement encadré, donc je comprends, effectivement. Écoute, merci beaucoup Antoine pour ton témoignage. Merci Madame Lavrard pour le vôtre également. Je vous propose finalement de passer à un autre dispositif, cette fois sur la question de la motivation des jeunes vers la formation. On sait que les missions locales sont essentielles pour apporter un accompagnement aussi de qualité. D'ailleurs, j'en profite pour remercier l'ARML, Centre Val de Loire et les missions locales avec qui nous avons collaboré pour élaborer donc l'enquête qui sera diffusée dans les prochains jours. Qui nous a permis de faire une enquête internet d'ampleur auprès de 350 jeunes et qui nous a permis finalement de mieux appréhender les motivations des jeunes vers la formation. Monsieur Beltram en avait parlé tout à l'heure. Et dans cet esprit, finalement, nous allons vous présenter une expérimentation de la mission locale du DROEF, le dispositif parrainage. Et c'est la référente du dispositif au sein de la mission locale de DROEF qui va nous le présenter. Bonjour Nathalie Gentil. Bonjour à tout le monde. Donc, je vais vous parler du parrainage, qui est un dispositif pour nous qui existe déjà depuis de nombreuses années, puisque depuis déjà 1995. Ce dispositif donc met en place des personnes bénévoles qui sont retraitées ou en activité et en fait qui apportent un soutien à l'accompagnement qui est réalisé par les conseillers. Donc, ces bénévoles sont issus de tous les domaines d'activité et ils ont en commun la volonté par une action en fait citoyenne d'aider les jeunes dans leur parcours. Par la force des choses et par les contraintes sanitaires que l'on a connues récemment, nous nous sommes adaptés quand c'était nécessaire en réalisant des entretiens en distanciel, mais le contact humain en direct est quand même plus efficace pour créer un climat de confiance entre les jeunes et les parrains, puisque c'est ce climat de confiance qui va permettre la réussite de cette action.
Donc, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire donc la formation, on peut dire que le parrainage participe vraiment à l'entrée en formation des jeunes. Donc, quand on parle d'entrée en formation, moi, je parle de formations qui sont des formations le plus souvent financées par la région, gratuites, rémunérées, diplômantes et dont évidemment le nombre de places se trouve limité. Souvent, les candidats sont nombreux. Et donc, cette étape de réussite à l'intégration en formation n'est pas une étape facile pour le jeune. Et donc, il doit dans un premier temps valider son projet par un stage, par exemple. Ensuite, il doit réussir des tests. Et ensuite, il doit réussir l'entretien lors de la session de recrutement pour son intégration en formation. Et là, le jeune se trouve souvent en difficulté parce que c'est un exercice qui n'est pas facile. C'est l'exercice où il va devoir se présenter son parcours, présenter comment il a validé son projet, ce qu'il sait de la formation, ce qu'elle va lui apporter. Il doit être convaincant lors de cet entretien. Donc, le jeune, il n'a pas l'habitude de parler de lui, il n'a pas l'habitude de parler à voix haute devant plusieurs personnes, des adultes, évidemment. Et donc, du coup, les difficultés sont nombreuses, aussi bien sur le fond que sur la forme. Et c'est là qu'interviennent les parrains, les bénévoles, parce qu'ils vont aider le jeune en fonction de ses difficultés sous la forme de simulation d'entretien. Donc là, le bénévole va mettre le jeune en situation réelle et il va corriger sa posture, la forme et le fond. Donc, cet exercice est très important. Il peut être fait plusieurs fois si nécessaire en fonction des besoins du jeune. Et le bénévole va également l'entraîner pour répondre à des questions qui pourraient éventuellement lui être posées. Alors, il ne s'agit pas de formater les jeunes tous de la même manière, mais il s'agit, avec leur propre personnalité, de les entraîner à se présenter de manière positive. Parce que le jeune a toujours un peu tendance à plutôt se dénigrer et ne pas se présenter de façon positive. Donc là, on vise vraiment la spontanéité, mais en même temps l'aspect positif de sa démarche. Et donc, ça, c'est une première aide qu'apportent les bénévoles et le dispositif du parrainage. Et ensuite, il nous a paru aussi nécessaire d'aider les jeunes par rapport aux tests dont je vous ai parlé précédemment, parce que les jeunes, là encore, se trouvent souvent en difficulté pour réaliser ces tests. Et donc, c'est un petit peu dommage de bien valider son projet, de bien se préparer à l'entretien et puis, d'échouer au niveau des tests. Donc, toujours dans le cadre du parrainage, on propose un atelier qui est un atelier hebdomadaire et qui est un atelier des savoirs de base. Donc, moi, je vais passer rapidement la parole à Serge Roux, parce que Serge Roux, c'est un bénévole de notre réseau de parrainage, et il va pouvoir nous présenter son expérience, et notamment pour les simulations d'entretien, mais également parce qu'il anime l'atelier du vendredi qui aide les jeunes à se préparer au test. Oui, bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis chargé plus précisément d'un dispositif qui s'appelle un atelier de réacquisition des savoirs de base. D'abord, les conseillers doivent produire un document qui va permettre de savoir quel est le besoin du jeune, quel est l'objectif, parce que ça peut être des tests, mais ça peut être aussi une entrée en formation, une entrée dans un cycle de formation, ça peut être la préparation d'un concours, c'est-à-dire toute une série de situations professionnelles ou éducatives dans lesquelles le jeune va devoir retrouver des savoirs qu'il a perdus, savoirs de base, en particulier en matière d'écriture ou de calcul, et en particulier, on voit bien au niveau des dictées, au niveau de la grammaire, au niveau du calcul, qu'il s'agisse de faire des additions, des multiplications, des divisions, tout ça, souvent, c'est des acquis qui ont été perdus, qu'on a acquis à l'école primaire et puis qui progressivement ont disparu. Et donc, c'est des choses qui peuvent être tout à fait essentielles. Je dirais même pour des bacheliers, on voit bien
pour préparer, par exemple, un projet professionnel de secrétaire ou de secrétaire médical. Il y a un problème d'écriture, un problème de faute d'orthographe, de capacité à limiter au maximum le nombre de fautes d'orthographe. Donc, il y a tout ce travail qui est mis en place. Et donc, dès le départ, moi, ce que je fais, c'est un constat des failles, des trous que peut avoir le jeune en matière d'écriture, d'orthographe ou de calcul, et de pouvoir construire donc un dispositif auprès du jeune avec donc une première, je dirais deux éléments. Un premier élément important, c'est autour de la motivation et de l'implication du jeune. Je donne des signes forts sur tu peux réussir, vas pouvoir vérifier par toi-même les avancées que tu vas avoir à travers cette formation. Tu vas pouvoir vérifier tes progrès. Donc, il y a toute cette dynamique individuelle ou collective à mettre en œuvre. Et puis, essayer de trouver les points faibles et travailler sur ces points faibles en continu, avec des exercices adaptés à chaque problème et à chaque situation. Alors, donc, c'est une fois par semaine, tout un après-midi, avec la volonté, ce que je répète un peu, mais de valider des acquis au fur et à mesure et de prendre plaisir à apprendre. Je crois que c'est ça qui est un élément essentiel, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout scolaire, c'est volontairement fait de manière à ce que les jeunes retrouvent, je dirais, cette dynamique de formation, mais dans un climat, dans un contexte tout à fait différent. Alors, ça peut être aussi sur des thèmes, par exemple, un jeune va préparer l'entrée à l'école d'aide-soignant, ça peut être sur des thèmes liés aux soins, dans lesquels il doit évidemment se confronter pour préparer son entrée à l'école. Et puis ça peut même être sur l'histoire ou la géographie et sur des valeurs républicaines. Les thèmes peuvent être extrêmement variés. Alors, un autre enjeu que j'ai découvert au fur et à mesure de cette activité, c'est l'enjeu de la lecture. La plupart des jeunes qui viennent dans ces dispositifs sont des jeunes qui ont plus de lecture, qui ne lisent plus de manière quasi systématique. Donc, je fais tout un travail, toute une réflexion autour avec des documents, des livres, des choses ludiques qui permettent de reprendre contact avec la lecture et de retrouver un intérêt à la lecture. Bon, il y a parfois des réussites assez exceptionnelles puisque parfois j'ai découvert des jeunes qui se remettaient à lire dans la construction des projets professionnels. Moi, j'insiste beaucoup sur l'articulation entre l'expérience professionnelle et la compétence et comment il peut concrétiser, il peut décrire des compétences qui ont pu être acquises au fur et à mesure de ces expériences, y compris des expériences individuelles, que ce soit du sport, que ce soit des activités personnelles qui, évidemment, incluent des possibilités de développement de compétences. L'ensemble, évidemment, est lié et la difficulté, pour parler des limites éventuelles, c'est le niveau scolaire atteint par le jeune en tant que tel. C'est-à-dire que si le jeune est sorti très tôt de la scolarité, les difficultés sont beaucoup plus importantes, évidemment, que l'inverse. Bon. Donc, il faut à chaque fois tenir compte de l'ampleur des pertes et redéfinir les objectifs avec le jeune pour faire avancer son projet. Deuxième élément, l'importance de faire le lien avec le commanditaire, c'est-à-dire de pouvoir faire un retour auprès du conseiller sur qu'est-ce qui s'est passé, comment le jeune avance, quels sont ses progrès, quelles sont les difficultés rencontrées. Je voulais juste dire que l'enjeu, c'était la motivation du jeune, principalement, y compris pour un dispositif de ce type. Alors, on a juste une dernière question, très rapidement. Quelles sont les compétences des personnes qui accompagnent les jeunes? Peut-être Madame Gentil, car on est d'accord qu'il faille des personnes expérimentées ayant une expertise pour assurer une certaine efficacité du suivi.
Bon, les personnes là, en l'occurrence, Serge Roux était donc directeur administratif d'un hôpital, en charge du recrutement également. Hein, donc, il peut travailler sur les deux aspects du problème, c'est-à-dire les simulations d'entretien et l'atelier des savoirs de base qu'il a un peu plus développé là tout de suite. Mais évidemment, il apparaît opportun que les personnes qui vont prendre en charge des jeunes et dans leur expérience, dans leur fonction, développer les compétences nécessaires. Ça c'est clair, bien entendu. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Roux, Madame Gentil pour vos témoignages. Monsieur Fabien Beltrame en a parlé tout à l'heure lors de sa présentation. Nous allons aller un peu plus loin effectivement dans le mentorat. Cette fois, nous allons vous présenter un outil qui permet un mentorat à distance et à l'échelle finalement nationale, voire internationale. Il n'y a pas de limite. Donc, merci d'accueillir Christelle Mélé-Génin, présidente fondatrice de Job IRL, le premier réseau social d'orientation qui permet de connecter les jeunes avec les pros. Bonjour à tous, merci de m'avoir proposé d'être avec vous cet après-midi et bravo notamment Fabien pour ton intervention qui était vraiment de grande qualité et ça nous remet vraiment en perspective justement, enfin moi j'en suis convaincue mais toi tu l'exprimes de façon scientifique et de façon très intéressante de l'importance de la motivation des jeunes puisque moi je suis convaincue qu'aujourd'hui ce qu'on peut apporter de mieux aux jeunes, c'est de leur donner envie d'avoir envie, comme aurait dit un certain chanteur français. Et c'est ce qui souvent, malheureusement, leur manque parce qu'ils ont un plafond de verre au-dessus de la tête, parce qu'ils ont vécu l'échec à l'école, des premiers projets professionnels peu concluants. Et souvent, le plus difficile, justement, c'est de retrouver la motivation. Et c'est ce qu'ont dit d'ailleurs les autres intervenants, c'est que vraiment, c'est un levier pour nous tous. Alors moi, justement, pour travailler la motivation des jeunes, je suis convaincue qu'avant tout, il faut travailler leur perspective, donc qu'ils aient un véritable projet professionnel, parce que sans projet, on n'avance pas. C'est le seul moyen d'avancer, hein, sinon c'est des yaka faucons. Et dans l'échelle, je dirais tout à l'heure de Fabien, on voyait bien que justement dans la motivation, il ne faut pas être dans des choses un peu normatives où c'est bien, il y a qu'à faucon, mais qu'au contraire, il faut vraiment avoir une envie émotionnelle, je dirais, pour avancer dans la vie. Et donc, moi, mon idée a été de créer un réseau social, donc jobirl.com, je peux vous le montrer en image, qui réunit une énorme communauté, hein, puisque nous sommes actuellement près de 80 000 membres actifs sur toute la France. Et donc avec notamment des mentors professionnels, donc à la fois des jeunes, de 14 à 25. Alors maintenant avec la réforme de l'apprentissage, on voit qu'on a des membres qui ont 28, 29 ans, voire 30. Et puis des professionnels de tout métier. Alors l'intérêt de notre plateforme, c'est qu'on est vraiment tout métier, tout secteur d'activité, tout niveau de formation, ce qui est, je dirais, unique aujourd'hui en France. Et donc on a plus de 6500 professionnels actuellement inscrits sur la plateforme, prêts à répondre aux questions des jeunes sur leur métier, parce qu'on sait très bien que dans un projet d'orientation, ce qui est important, c'est de bien se connaître, mais ça demande généralement une démarche personnelle un peu longue. Hein. D'ailleurs, c'était les premiers échanges. Hein. Un projet, ça se construit dans la durée. Alors, une fois que le jeune a envie, il faut vite l'accompagner pour que surtout, il ne perde pas sa motivation. Mais trouver son envie, trouver son orientation, c'est un peu long. Alors, sur Job IRL, maintenant, on a un test d'orientation de grande qualité qui permet aux jeunes d'avoir des premiers objectifs, un premier profilage. Et à partir de ce profil, on propose aux jeunes des professionnels à découvrir pour qu'ils échangent avec eux. Donc, c'est gratuit. Je dirais, tout jeune en France peut gratuitement s'inscrire sur Job IRL en quelques lignes et puis échanger avec tous les professionnels qu'ils souhaitent ou des étudiants pour parler formation, parce que justement, dans le projet professionnel, il faut se connaître, il faut décider du métier, de la filière dans laquelle on a envie de travailler, et ensuite, c'est ensuite qu'on choisit sa formation. Et justement, surtout, j'ai envie de dire de ne pas faire l'inverse. Souvent, quand on est jeune, on se dit un peu, je fais quoi l'année prochaine, je fais quelle formation l'année prochaine, et les jeunes pensent leur orientation à l'envers en se disant, je fais quoi comme formation, avant même de se demander qui ils sont ou quel est le projet professionnel derrière. D'ailleurs, j'ai vu dans le chat qu'il y avait aussi des questions sur maintenant, dans le cadre du grand
plan pauvreté piloté par le gouvernement, il y a une obligation de formation des 16-18 ans. Et moi, je suis assez convaincue que de forcer un jeune, alors là aussi, on est dans le normatif, hein, l'obligation de formation à 16-18 ans, alors que déjà à 14 ans, vous alliez à moitié au collège, moi, je suis peu convaincue. Donc là aussi, d'où l'importance de trouver un moyen pour ces jeunes, de trouver de la motivation, de les faire échanger avec des professionnels inspirants pour que vraiment ils se disent, bah oui, tiens, ce métier, ça pourrait me plaire, ce secteur d'activité, ça pourrait me plaire. Localement, dans ma région, ça recrute. Donc, si je fais cette formation, je vais trouver un job. Parce que malheureusement, on a vu trop de jeunes aussi se donner du mal, j'ai envie de dire, à faire des formations. Et puis derrière, être un peu le bec dans l'eau parce que dans le fond, ils se lançaient dans des secteurs qui recrutent insuffisamment. Donc voilà notre site internet. Hein. Donc voilà, donc l'objet, c'est vraiment de dire aux jeunes, construisez votre projet en échangeant ou avec des professionnels sur la partie métier, j'ai envie de dire, ou avec des étudiants sur la partie formation. Donc là aussi, un jeune, après, dans les... Voilà, donc ça, c'est toute la page d'accueil. Quand vous allez dans les communautés d'entraide, soit vous trouvez une communauté des professionnels qui sont prêts à vous parler de leur métier. Et donc, vous faites du tri, je dirais, des professionnels, soit par domaine d'activité, par métier, par centre d'intérêt, par le nom de l'entreprise, par département pour géolocaliser. Et donc là, vous trouvez des professionnels avec qui échanger et vous cliquez sur le nom d'un professionnel. Vous avez tout son parcours, un peu comme j'ai envie de dire sur LinkedIn, même sa formation. Et puis, vous avez une messagerie interne qui vous permet d'échanger avec le professionnel. Soit vous avez aussi des communautés donc, parmi les jeunes pour échanger avec les jeunes, où là, soit vous échangez, par exemple, vous avez l'idée d'aller dans un CFA, dans un lycée professionnel, dans une école de commerce, une université, un IUT, j'ai un peu envie de dire ce que vous voulez, puisqu'aujourd'hui, je crois qu'on a plus de 9000 établissements qui ont des membres inscrits sur Job IRL, où vous recherchez par une formation. Donc, vous tapez le nom d'un CAP, d'un BTS, d'une licence pro, de la même façon, un master. Voilà, il y a plein de possibilités. Et là, vous trouvez une communauté d'étudiants qui sont inscrits dans cette formation et avec qui vous pouvez échanger, vous pouvez poser vos questions sur la formation. Parce que quand vous choisissez un métier, ben, c'est important de comprendre, je dirais, les contours du métier, le quotidien du professionnel, et puis les perspectives d'emploi. Quand vous souhaitez faire une formation, là aussi, c'est important de comprendre il y a quoi dans cette formation, c'est quoi les matières, c'est quoi les modalités d'apprentissage, quelle est la vie dans l'école, est-ce que ça va me plaire, ça ne va pas me plaire. Donc, c'est idéal de pouvoir échanger avec quelqu'un qui fait partie de la formation ou de l'école. Ensuite, on a des communautés par entreprise. Donc là, on a voilà, 3375 entreprises, vous voyez, qui ont des communautés d'ambassadeurs de leur métier, de leur entreprise sur Job IRL. Et donc là aussi, il est très facile de les contacter. Donc, les communautés par école, comme je vous disais. Donc, ça, c'est une recherche directe globalement sur l'école avec des communautés d'ambassadeurs sur ces écoles. Et puis, des groupes d'entraide, alors qui, pour les professionnels de l'insertion que vous êtes, je dirais, peuvent beaucoup vous intéresser, peut-être en complément de ce que vous faites. Donc, on a un groupe Mentor Express, qui est un groupe de professionnels inscrits sur la plateforme qui sont prêts à faire de la relecture de CV ou de lettres de motivation pour accompagner les jeunes qui sont en recherche de stage ou d'alternance. On a une communauté de femmes inspirantes sur les métiers de la tech, ça c'est pour la partie, je dirais, diversité. On a une communauté de coachs et de spécialistes de la communication là, qui étaient là pour aider les jeunes sur le grand oral du bac. Je ne sais pas s'il y a des acteurs plus éducation parmi vous, mais là, je dirais, c'est quasi passé, hein, c'est fini. Voilà, c'est même fini, les résultats étaient ce matin. Mais pour l'année prochaine, vous pouvez retenir qu'on a créé un groupe d'entraide pour le bac, on a un groupe d'entraide pour Parcoursup sur les stages de 3e, puisqu'on est l'un des opérateurs du gouvernement sur les stages de 3e dans les quartiers REP+. Et puis, sur Job IRL, on s'est aussi créé des groupes d'entraide autour de thématiques sectorielles, vous voyez, pour des campus des métiers. Enfin voilà, je ne vous fais pas toute la démonstration, mais je vous laisse fouiller dans le site et vous verrez qu'on s'est créé comme ça des communautés de partage d'expériences. Et on a de nombreux stages
et alternance. Donc, vous voyez, on a plus de 10 000 offres d'alternance sur le site. On a des stages étudiants, on a des stages de découverte pour les petits troisièmes. On a énormément de contrats actuellement disponibles. Et on crée beaucoup de contenu, des interviews métiers, des vidéos sur les métiers, des dossiers thématiques sur les métiers d'avenir, sur la réforme du bac, sur Parcoursup, sur la recherche d'alternance. Enfin voilà, on crée énormément de contenu. Et l'espace pro conduit à là tout l'espace qui est dédié aux professionnels, aux mentors qui s'engagent dans notre communauté. Et d'ailleurs, dans le cadre du plan mentorat du gouvernement, on est en train de travailler à une solution du e-mentorat. Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, toute notre communauté travaille, je dirais, en mode coup de pouce auprès des jeunes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui suivent longtemps les jeunes, parce qu'en fait, on sait que parmi les membres, il y en a qui ont créé des relations de long terme. Et puis, en fait, entre le jeune et le professionnel, il y a des échanges qui se font sur plusieurs mois. Mais là, on va vraiment institutionnaliser, je dirais, un accompagnement à plus de 6 mois entre jeunes et professionnels, parce que notre communauté de professionnels nous l'a demandé et certains professionnels veulent faire encore plus pour les jeunes. Et puis, parmi les jeunes qu'on accompagne, parce que je dirais là en intervention, mais au-delà du site en ligne, on a des programmes sur le terrain, dans les collèges des quartiers populaires, dans les lycées professionnels, dans les missions locales, avec des acteurs de l'insertion, avec qui on monte des programmes. On a un programme d'égalité des chances qui s'appelle Connecte-toi Avenir, où on fait des ateliers suivis avec les jeunes pour leur apprendre à s'orienter, pour leur apprendre à échanger avec la communauté de professionnels, pour leur donner les codes de l'entreprise avant de partir en stage, pour leur apprendre à chercher leur stage, leur alternance et autres. Et donc, on fait aussi tout un travail terrain. Pour vous donner une idée, cette année, on a accompagné le terrain. Là, on vient d'ouvrir une nouvelle antenne à Marseille. On est présent en PACA, donc en Aura, en Occitanie, en Île-de-France. On n'est pas encore présent de façon opérationnelle avec une antenne dans votre région, mais pourquoi pas, hein, ça s'ouvre petit à petit. Et donc voilà, et on est aussi en capacité, d'ailleurs, on avait déjà travaillé avec la mission locale de Blois, et on avait formé les conseillers à utiliser Job IRL avec leurs jeunes. Voilà, donc Job IRL, c'est gratuit pour tous, c'est accessible à tous, et c'est vraiment un moyen pour vos jeunes qui sont en recherche de contact. On est vraiment le réseau des jeunes qui n'ont pas de réseau, je dirais. Et on est là pour permettre aux jeunes de pouvoir faire des enquêtes métiers, des enquêtes formation et de trouver de l'aide facilement, coup de pouce, au sein de notre communauté. Je suis prête à répondre à vos questions. Alors, je vois la question sur les offres de stage et d'emploi. Exactement. Ah oui, donc oui, on a en tout plus de 15 000 offres de stage. On est vraiment, nous, sur la partie construction du projet professionnel, puisque déjà, il y a des sites d'offres d'emploi, je dirais, j'ai envie de dire partout. Hein. Voilà, il y a plein de job boards. Nous, on a un modèle associatif. Hein. Nous sommes une association dans vraiment l'idée d'être une association de solidarité intergénérationnelle, d'égalité des chances. Donc, on n'a pas cette vocation d'être un job board de plus. Alors après, l'activité fait que voilà, les entreprises nous ont confié des stages, puis des offres d'alternance, et puis voilà, ça se développe comme ça. Mais on est vraiment là sur le lien intergénérationnel et l'aide à ce que le jeune se construise un projet professionnel pour qu'il soit suffisamment motivé et armé pour avoir un projet qui tienne la route et chercher son premier job. Les 5 dispositifs qu'on a vus sont extrêmement riches et si vous avez bien écouté toutes les caractéristiques de ces dispositifs, on retrouve en fait des éléments que je proposais dans ma partie numéro 3 sur comment aider les jeunes à trouver leur motivation. Alors que ce soit Trastezaki, Diagorian, Promo 16-18, le mentorat en mission locale, Job IRL, on retrouve des badges. Des badges, c'est de la reconnaissance, c'est du feedback. On trouve également des intentions pédagogiques autour de la cohésion du groupe, la confiance en soi,
l'entraide et la collaboration, la confiance en l'institution et la confrontation d'idées, c'est vraiment les dimensions dont je parlais. Et puis, comment dire, le mentor en fait de la mission locale qui fait en sorte que le jeune prenne plaisir à apprendre, c'est la motivation intrinsèque dont j'ai parlé. Voilà, quand Job IRL nous dit le jeune peut être accompagné par un pro, mais il peut aussi contacter un étudiant pour savoir comment fonctionne sa formation. Quelque part, c'est de la relation entre pairs. Et ça aussi, ça contribue à la motivation du jeune. Donc, vraiment, dans ces 5 dispositifs, on a une illustration des pistes, voilà, que je donnais dans la 3e partie. Donc, il n'y a plus qu'à.